is your emergency? Hi, I heard screams last night, and I just wanted to see if somebody could go over there and check. Okay, you said you heard that last night? Yes, ma'am. Okay, you heard some screams. Did it sound like a male or a female or a child? I don't know. I just heard it. I didn't know whether to call this morning or last night. But once I didn't hear anything anymore or see anybody coming in or out the house, I just decided to call you all. Mobile 11122. If I'm reading this correctly, this occurred last night. That's correct. Mon collègue a été appelé pour faire une visite de vérification. Mais d'après les informations qu'il avait sur ce qu'il s'était passé la veille, il se doutait que ça risquait d'être un peu plus qu'une simple visite de routine. Il y avait une petite inquiétude. All right, are you? Okay, you called? Yeah, because I heard some, last night it was late, sleeping in my room window that one right there. I heard some gunshots. It sounds so close, like they was like in my yard. 16 Bravo 1. 16 Bravo 1. Hey, go ahead and start me another unit. I got an open door. Tandis que je me rends sur les lieux, en écoutant les échanges sur ma radio, je me prépare psychologiquement parce que la porte est ouverte. Ce n'est plus une simple visite de vérification. On sait qu'il se passe quelque chose parce que c'est ouvert. Savannah, please. Metro, go ahead and start me EMS. On est entré dans le salon et j'ai vu un homme étendu par terre, sur le ventre. Il fallait vérifier le reste de la maison. Je me suis dirigé vers la gauche et tout de suite, en entrant dans la chambre, par terre, contre le mur, il y avait une femme étendue sur le ventre. Et en m'avançant un peu plus dans la pièce, j'ai vu une autre femme. J'ai commencé à être submergé par un sentiment d'incompréhension. Qui pouvait avoir fait ça? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à tuer 3 personnes dans leur maison? C'était absurde. Rien ne peut justifier ça. Go ahead and start me a supervisor and violent crime. Je me suis dit, ce n'est plus juste une porte ouverte et une simple visite de routine. C'est un triple homicide. 3 personnes sont mortes. Quand on enquête sur un homicide, la pression est énorme. Parce que si on ne résout pas l'affaire, la famille n'obtiendra jamais justice. C'est très important de se rendre sur les lieux et d'examiner tous les indices. Les indices racontent une histoire. Donc, je suis entrée dans la maison. Il y avait 3 douilles de calibre 9 mm là où se trouvait la première victime, l'homme. Et dans la chambre où se trouvaient les 2 femmes, il y en avait 6. Ma première impression sur cette scène de crime, c'est que ça avait été très violent. Tout avait dû se dérouler rapidement. Il n'y avait pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée. On a pu identifier les victimes. Il s'agissait de Corey Marshall, de sa sœur Kiana Marshall et d'Alexis Kitchen. Il était de mon devoir de retrouver le coupable.
Alexis, c'était toujours de bonne humeur. Ses cousins et ses tantes l'adoraient. Elle aimait les enfants. Elle aimait les personnes âgées. C'était son truc. Et elle aimait aller au restaurant. Elle avait trouvé un emploi pour après ses études dans une maison de retraite et elle avait hâte de commencer. Elle aimait sa famille. Elle aimait ses amis. Comme je disais, c'était une jeune fille toujours de bonne humeur. Corey portait le nom de mon frère décédé. Il était très calme, avenant, un garçon merveilleux. Il avait ses petites manies à lui. Il aimait danser quand il était plus petit et un peu grassouillet. Avec ses grosses joues. Vraiment. Ah oui, il était incroyable. Vraiment. C'était le trésor de la famille. C'était un trésor. Kiana parlait fort. Elle avait un petit accent, une voix aiguë. Elle parlait fort. Coucou Tati, vous voyez? Et elle, à bon sang, cette petite, elle était parfaite. Elle était gentille avec tout le monde. C'était une fille bien. Ils étaient inséparables, très proches. Ma sœur m'a appelée et elle m'a dit que Kiana et Corey étaient morts. On n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à imaginer. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Très vite, le voisinage est venu voir ce qu'il se passait. Il y avait beaucoup de gens devant la maison. C'était un peu la pagaille organisée, comme je dis souvent. On a fait reculer les gens. Des membres de la famille ont commencé à arriver. Des amis sont arrivés. Du coup, les esprits ont commencé à s'échauffer. Quand la bagarre a éclaté, c'était entre deux femmes. Elles ont commencé à se disputer et en sont venues aux mains. On a fini par les séparer. How you doing? What's your name? Okay. What's going on here today? Excuse me, y'all need to talk to her. She know what's going on. She said that's your street. Who called Rose? So y'all need to talk to the one in that skirt, because she just go... Are you willing to go down to the precinct and give a statement? Après avoir séparé ces deux femmes, on a appris que l'une s'appelait Jamaica Peel et l'autre Diamond Butler, et qu'elles se trouvaient sur le lieu du crime la veille. Ce sont les premiers témoins qui vont peut-être nous éclairer sur cette affaire parce que tout s'accélère. Tout le monde passe à la vitesse supérieure, essaye de trouver des témoins, essaye d'interroger les voisins, de parler à tous ceux qui pourraient avoir le moindre début d'information susceptible de nous aider dans notre enquête. Jamaica Peel et Diamond Butler ont été conduites au poste de police pour y être interrogées concernant le crime. Une fois au poste, on a commencé par interroger Jamaica Peel.
Where do you currently live? Where I was currently live was there. How long have you been living there? Probably about a week and a half. Who lives there with you? My homegirl Tiny. Who? Tiny. My homegirl Tiny. Who else lived there? And it was just Kiana, and that was it. Tiny. Il se trouve que Tiny n'est autre que Diamond Butler, la deuxième femme qui a été conduite au poste. D'après Jamaica, elle ne vivait chez Kiana que depuis environ 2 semaines. So, when were you last at the house? I don't know. That's what she called us. It was at 11 last night, and she called me and was like, Who was she? Kiana. Okay. They was like, no, Lex called me. Was like, Kiana said, y'all need to come get y'all. She called the police. I said, okay, well, we about to come get it now. We went back to the house. Who was we? Me and Tiny. So the reason Kiana voulait qu'elle parte de la maison parce qu'elle n'avait pas payé leur loyer. Jamaica a déclaré qu'il y avait 3 personnes qu'elle connaissait dans la maison. Kiana, Cory et une certaine Lex, c'est-à-dire Alexis Kitchen, la 3e victime. I don't know. It was only 2 of them. Tiny called somebody named Ello, and they came over. 2 guys? Mm-hmm. D'après ses dires, elles sont reparties de la maison avec 2 hommes. Et ils étaient à mi-chemin de leur destination quand on les a rappelés pour leur dire de venir récupérer leurs affaires. Those are not my people. So you said there are Tiny's people. Tiny's people. When Yeah. you said people, how many were there? Now, by the time we got there, now Kiana's home. Gotcha. So when we got there, she was sitting on a little brown thing on her house, and she's like looking at me. I'm like, why did you call the police? What's going on? And she's just looking at me like that. I'm like, what's going on? Talk to me. You feel me? I'm trying to figure out what's going on. So I was like, all right, whatever. So then they came to help us get some of my clothes and her clothes too. Hello? Hello and the other boy. And the other guy? Yeah. You don't know his name? I don't know his name. I've never seen the other guy. All right, where's Tiny at this point? She's in there as well? Mm-hmm. Okay. So we got our stuff and left. But when we left, all of them was outside. Kiana, Lex, and Cora was all outside. Ce qu'on a retenu de l'interrogatoire de Jamaica, c'est qu'elle a dit qu'Ello l'avait accompagnée en voiture avec un autre homme. Ello est l'un des derniers à avoir vu les victimes vivantes. Donc après l'interrogatoire de Jamaica, on est allé interroger celle qu'elle appelait Tiny, à savoir Diamond Butler, pour essayer de voir si on pouvait identifier ce fameux Ello. So you and Jamaica was staying in Kiana's house? Yes, sir. And we was like renting out the room or whatever. So the girl Kiana said we gotta give her $250. She said I gotta give her $250 and Jamaica gotta give her $250. And she was like, y'all got until November 1st to come up with the rent. So she was like, okay. And we had company over there, and like we was drinking, playing cards and stuff like that. And like she just started tripping, like, oh, like y'all company too loud and all kind of stuff. And then she was like, I feel like y'all trying to play me. And we was like, This was Tuesday night? Yeah, Tuesday night. And we was like, we had a discussion where we was like, how are we trying to play you? And she was like, well, y'all didn't put nothing in the house. I had to get the dish detergent on my own, blah, blah, blah. And y'all give me no money, so I feel like y'all trying to play about the money. So we was like, well, you said we had it to the 1st. And it's not even the 1st yet, it's not even Friday yet when Jamaica get paid. So she was like, I'm just saying, I hope that y'all not trying to play about the money. We was like, no, it ain't nothing like that. So This was yesterday. Yeah. Après avoir obtenu ces informations, on lui a demandé de nous raconter ce qu'il s'était passé ce jour-là. So we was in the house or whatever, and then that's when Corey called Jamaica's phone, it was her brother, and he was like, where y'all at? And we was like, at the house. So he was like, I'm about to come over. So he came over there, and he was like, oh, she sent me over here to say y'all gotta leave. À ce moment-là, Diamond dit qu'elle a appelé un ami à elle pour qu'il vienne la chercher. Elle a pris quelques affaires et elle est partie. What's his name? His name Dre. Dre? Mm-hmm. Andre, DeAndre? Dre. That's what everybody called him. How many y'all was it? It was me and Jamaica and him. So just 3 of y'all? Mm-hmm. Et là, on se retrouve avec des incohérences. On a un témoin qui dit Hello et l'autre qui dit Dre. Et on a une déclaration qui mentionne 2 hommes et une autre un seul. Donc quelqu'un ment.
And knowing who did it, and not sharing it with the police, to us, it's the same as doing it. I told you everything I know. Il fallait qu'on sache s'il y avait un seul individu dans la voiture ou deux, ce qu'ils avaient fait, qui ils étaient et où ils étaient allés après. C'est frustrant de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. On savait qu'on avait du pain sur la planche. En tant qu'inspecteur, c'est aussi notre rôle d'aller annoncer aux proches des victimes qu'un crime a été commis. Et c'est très difficile de faire ça, parce qu'on sait qu'on va leur briser le cœur. Dans cette affaire, j'étais l'inspectrice principale. C'était à moi de le faire. Je n'arrivais pas à l'accepter. Je ne pouvais pas. Quelqu'un avait tué mon bébé. Elle n'avait rien à voir avec tout ça. Elle rendait visite à son ami. On lui a pris la vie. Je ne pouvais pas l'accepter. La seule chose que je veux savoir, c'est qui a donné le droit à quelqu'un de se prendre pour Dieu et d'ôter la vie à 3 êtres humains. Qui lui a donné ce droit? Il n'avait pas le droit. Ça n'a pas de sens. On n'arrivait pas à y croire. On n'arrivait pas à y croire. Et on ne comprenait pas. On n'y arrivait pas. On ne comprenait pas. On refusait de se rendre à l'évidence. On refusait d'y croire tant qu'on ne l'avait pas entendu. Mais on l'a senti. On l'a senti. À ce stade de l'enquête, il fallait trouver Hello et Dre pour voir s'ils détenaient des informations sur cette affaire. Pendant qu'on cherchait Dre et Hello, notre sergent a été appelé sur les lieux d'une fusillade. Et il a pris en chasse un véhicule qui s'enfuyait pour essayer de l'arrêter. Ce véhicule a fini par s'arrêter et 3 individus en sont sortis. Il a poursuivi l'un d'eux, qui s'appelait Dwayne Abney. Des témoins ont par ailleurs déclaré qu'un homme et une femme s'étaient enfuis du véhicule dans la direction opposée. On ne le savait pas encore, mais parfois, au cours d'une enquête, la chance nous sourit. Et là, on a eu de la chance avec Dwayne Abney. My name's Detective Shore. I'm gonna change your handcuffs out. I'm gonna grab my stuff and I'm gonna talk to you. What's your name? Huh? Dwayne what? Abney? Et donc cet individu, qui avait été arrêté suite à cet incident, a été conduit au poste pour être interrogé. You were in a car, got chased by the police, and everybody jumped out of the car. Was that correct? Okay. Who were you in the car? Who were you riding with when they fled from the police? One of my friends, but really not my friend, just somebody I see around Democrat. Who's he? I know they call him Ello. I don't know his name. They call him Ello? Tout le monde au poste sait qu'on recherche un certain Hello pour l'interroger. Et pendant cet interrogatoire, l'individu mentionne le nom d'Hello. Et dès que ce nom a été prononcé, on nous a prévenus. Donc on a rassemblé des photos de plusieurs suspects recherchés et on a envoyé un inspecteur qui n'avait aucun lien avec l'affaire lui montrer ces photos. All right, could you initial that, please?
Il a formellement identifié l'un d'eux. Il s'agissait de James Hampton. Et une fois qu'on identifie un suspect, l'enquête passe à la vitesse supérieure, parce qu'il s'agit alors de découvrir qui il est, où il est, ce qu'il a fait, où il va, avec qui il traîne, et s'il est toujours dans les parages. Mais on continuait aussi de chercher le fameux Dre, et il fallait qu'on l'identifie au plus vite. À ce stade de l'enquête, on avait découvert qu'Elo s'appelait James Hampton. Il fallait qu'on retrouve James Hampton parce que c'est lui qui se trouvait dans la voiture avec Diamond et Jamaica le soir des meurtres. C'était le deuxième jour de l'enquête et on m'a informé que Diamond Butler souhaitait se rendre à la police. Elle était arrivée pieds nus, la robe déchirée, en panique. Hello. You okay? I'm Detective Reese. You're Diamond? Nice to meet you, Diamond. You want these for your feet? Why in your shoes? Oh, I took them off when I was running from the police. J'étais étonnée qu'elle vienne se rendre, alors qu'il n'y avait aucun mandat contre elle. Ce n'est pas logique. Okay. All right. So what went on today? You said you ran from the police. Oh yeah, 'cause me and Ella and his homeboy was in the car. So he got blue lighted. They was about to pull him over, but he didn't stop. He just ran off. And then he was like, "We about to hop out and run." Who said that? Ella. I had to go to court for auto theft and stuff, and I thought I had a warrant, and I wasn't trying to go to jail, so I ran too. We pulled over and ran out the car. Okay. Who was driving the car? Ella. All right. And who was sitting in the front passenger seat? Pepe. On savait que Pepe, c'était Dwayne Abney. Donc, Diamond a admis qu'elle était dans le véhicule avec Elo et Dwayne quand ils ont fui la police, en voiture. When you jumped out and ran, did you run with Ella? No, they ran the opposite way, and I ran in the bushes. Okay. Diamond a déclaré qu'elle était avec Elo durant cet incident. Jamaica a dit qu'elle était avec lui le soir du meurtre. On savait qui était Elo, que c'était James Hampton, mais on ne savait toujours pas qui était Dre, donc je lui ai posé la question. There's too much going on, and I'm in the middle of it, and it's something that I didn't mention when I talked to the other detective earlier. I didn't want to say who my homeboy was that had took me over there to get my clothes and came back with me, because he already had a warrant for shooting somebody in the leg, and I didn't want him going to jail or getting in the middle of it, so I just said his name was Dre, but his name Ella. Okay. But I didn't want to say that because he was already on the run. So, run through that story, or run through the events with me that happened from last night. It's the same thing. The only thing I left out was Elo's name. Like, I kept saying his name was Dre because I knew he had warrants and stuff. And then I left out his homeboy because his homeboy be doing crazy stuff too. Which homeboy are you talking about? Pepe. Diamond nous a dit que Pepe était dans la voiture avec eux ce soir-là. À ce moment-là, j'ai senti que Diamond commençait vraiment à dire la vérité. Et j'étais convaincue qu'on tenait les suspects, qu'on était sur la bonne voie. On avait identifié tous ceux qui étaient dans la voiture le soir des meurtres. Et on avait parlé à 3 de ces 4 personnes. Il ne nous restait plus qu'à trouver James Hampton pour l'interroger. Ma sœur et moi, on a reçu un appel pour nous dire qu'Elo était à Yamakro. Et Gina m'a dit, Thaïs, faut qu'on aille à Yamakro. Il est là-bas. J'ai dit d'accord. Et on y est allé. Quand on est arrivé à Yamakro Park, il était sur le terrain en train de jouer au basket. Gina s'est approchée et lui a dit, j'ai besoin de te parler. This is a situation. When they pull up, they wanted to fight, you feel me? And I told them, I was like, y'all fight them,
I'm pulling straight off, you feel me? If I refused on letting them fight, you feel me, why would I do something like that? Everybody screaming my name and I don't know nothing. Just like I told you, right? I had a pistol that night. You feel me? I don't got my pistol no more because everything that's going on. They told me I got 2 outstanding warrants on the news. I already know what one on for something that I did and somebody telling on me. We're just trying to get a better understanding of what's going on and what exactly happened. Et quand elle est allée lui parler, j'étais pas rassurée. Je me sentais pas à l'aise. Alors, j'ai décidé de filmer au cas où il dirait quelque chose d'intéressant. Et sinon, tant pis. Because all of a sudden, Kiana telling y'all to get out because y'all disrespect that girl. Yeah, that's, and that's Kiana, what I told. only thing she tried to do was help them. Now all of a sudden, y'all getting kicked out, and my baby's found dead in the house. I knew Corey for years. And I told my sister and my mama what type of boy Corey was. My sister touched her heart and said it had to be an animal that took that boy's life. That man said it had to been an animal that had took 2 girls' lives. Thaïs m'a appelé pour me dire qu'elle venait de parler avec James Hampton à Yamakro et qu'elle avait enregistré la conversation. Et elle m'a dit qu'il était toujours là-bas. J'ai passé un appel radio pour dire aux unités que James Hampton, qui était suspect dans une affaire d'homicide, se trouvait à Yamakro. Et je leur ai dit d'être prudents, parce qu'on savait que James était très dangereux, probablement armé et susceptible de fuir. Il fallait absolument le neutraliser. Une fois que la mère et la tante des victimes nous ont dit qu'elles étaient allées parler à Hampton, on a décidé d'aller l'arrêter. Nos unités l'ont repéré sur le terrain de basket de Yamakro Village. Elles ont encerclé l'endroit, puis ont placé Hampton en garde à vue. Après l'arrestation de James Hampton, on a fouillé son domicile à Yamakro avec l'aide du SWAT. Metro Police, come out if you're in here. I'm at the stairs waiting for you. Go. 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 On a trouvé un étui à lunettes sur la table de nuit qui contenait des balles de 9 mm. Il fallait déterminer si c'était le même type de munition et si c'était les mêmes balles qui avaient servi au meurtre. Ils ont également retrouvé un téléphone. Il était temps d'interroger James Hampton pour avoir sa version. You said your name was what? They call me Ello. Ello. James était la pièce manquante dans cette enquête, donc je savais que cet interrogatoire était crucial. On a fait entrer James et on a commencé à lui poser des questions sur la nuit du meurtre. The night that it took place, you feel me? I came there. The girl Diamond texted me. She like, "Oh, what's up? I want some. You feel me? I want to chill, smoke, get high, drink, turn up." She texted that to my phone. You feel me? So I was like, I'm about to pull up. We pulled up. They jumped inside the car. We went, me and Pepe, the boy Pepe. You know his real name? I don't know his real name, but we be calling him Pep. Okay. Pepe. Y'all pull up to where? The house in Carr Village where everybody got killed. So when we pull up, the girls, they hopped inside the car. What time was that? This was around by 11, 12 at night. You feel So me? it's just you and Pepe?
Yeah. And then y'all pick up Diamond and who? The girl in Jamaica. Il dit qu'ils sont partis et qu'à un moment donné, Kiana a appelé Jamaica et lui a dit « J'appelle la police, venez récupérer vos affaires, je veux plus de vous ici. » We got out the car, we were trying to figure out how we gonna fit the Benz inside the car. So what the girl name is with the dreads who got killed, Kiana. Okay. I started talking to Kiana. I'm like, Kiana, how much you want? He's like, how much they owe you? Kiana was like, it ain't even about the money. Them keep disrespecting me inside my house. They gotta go, they gotta go. I don't even want the money from them. Inside the house, was there a physical altercation? There was never a physical altercation. No fist thrown, no hair pulling? Ain't nobody never fought inside that house. If somebody would have fought in that house, I would have pulled off. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, l'ont mis dans la voiture et sont partis. Puis ils sont allés à Yamakro dans l'appartement de James. Ils ont fait la fête tous les quatre. You have a gun? No. And that, You don't own any guns? I don't own no guns. James nous soutenait qu'il n'avait pas d'armes. Mais il avait des balles de calibre 9 mm dans un étui à lunettes dans sa chambre. Et on avait retrouvé des douilles de 9 mm sur la scène de crime. Je voyais bien que James n'était pas honnête à 100%, vu les munitions qu'il y avait chez lui. À la fin de l'interrogatoire, James a été placé en détention dans le cadre d'un mandat d'arrêt antérieur pour voie de fait aggravée. Je savais que j'allais avoir du pain sur la planche. Maintenant que James était en prison, on a recommencé l'enquête depuis le début. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son téléphone. On y a trouvé des preuves accablantes. James avait plusieurs photos de lui avec des armes dans son téléphone. Mais celle qui a particulièrement éveillé mon intérêt, c'était une photo qu'il avait prise à peine 1 heure avant les meurtres. C'était une photo de lui avec un pistolet high-point à la main, ce qui était la marque de l'arme du crime. Et Thaïs avait enregistré sa conversation avec James à Yamakro et il lui avait dit qu'il avait une arme ce soir-là. Mais je n'avais toujours pas l'arme du crime. Je ne pouvais pas prouver qui avait tiré. Et je ne pouvais pas prouver que James ou Dwayne étaient revenus sur la scène de crime après être partis de la maison. Quand on est enquêteur, c'est frustrant. On sait qui est impliqué. Tous les indices pointent vers ces personnes. Mais on n'a pas de preuves concrètes les reliant directement au crime. Et puis on m'a informé qu'un détenu de la prison du comté détenait des informations concernant cette enquête. Ça m'a reboosté. Je savais que j'allais enfin avoir des réponses. Let's start by telling me, who have you been speaking with at the jail? My roommate, James Hampton. Are you actually in a cell with him? Mm-hmm. Yes. Okay. Is this him? Il faut toujours rester prudent avec les informations fournies par des détenus, parce qu'il y a souvent une motivation derrière. Il faut savoir faire la part des choses. Go ahead and just tell me what you guys have been speaking about. He told me, yeah, brother, look, I don't want to remember when you was asking me about the murders or whatever, because, you know me, I don't try to be nosy and stick my nose in people's business. But he was like, yeah, I did kill all 3 of them. I was like, no, and you know how kind of shocked me. As soon as he told me that, like, my whole body got chill bumps and everything, you know. I was like, bro, so what happened? I said, well, it been an argument or something like that. He never told me what they argued about or nothing like that. Mais il se trouve que ce détenu ne demandait rien en échange de ces informations, ce qui tendait à me faire penser que ce qu'il racontait était probablement
la vérité. So he left and he went back to the house, knocked on the window to get Corey to come to the door. He said, when Corey came to the door, he walked to the back to see where the other two females was at, you know, basically pacing, seeing who all was in there. And but like this, they closed right here because he basically played them in the sense of letting them figure he was coming back to get the girls' clothes. And I guess once the guy Corey who pointed out their clothes or whatever, he told me, hey, boom, boom. He shot Corey twice. It was the female, one of the females trying to run, boom, boom. And he hit her. One female was balled up or something like that, boom, boom. He hit her. Basically, he said on his way running back out, he seen Corey, I guess, trying to crawl to the back door or crawl, and he made this look like he was dying or whatever. He hit him one more time and ran out the door. Les informations qu'il nous a fournies étaient très précieuses parce qu'il nous a dit que James avait un pistolet 9 mm high point et il se trouve que c'est le modèle de l'arme du crime. C'était le plus parlant. Le public n'était pas au courant. Les seuls qui savaient étaient le meurtrier et celui qui l'accompagnait. Les informations qu'il nous a fournies nous ont permis de savoir comment ça s'est déroulé exactement. Video footage of Jane Hampton Broom in 7 Charlie, cell number 12. Après cet interrogatoire, Ali s'est dit que ça valait le coup de demander un mandat de perquisition pour les cellules de James Hampton et Dwayne Abney. L'objectif, c'était de trouver des preuves qu'ils avaient échangées au sujet des meurtres, en prison et en dehors. On a retrouvé plusieurs lettres. L'une d'elles était adressée à Dwayne Abney, qui était aussi en prison, et lui expliquait dans l'ordre chronologique ce qu'il devait faire et ce qu'il devait dire concernant cette affaire. Ça confirmait bien qu'ils étaient complices dans ces meurtres. Pour nous, c'était la preuve qui enfonçait le dernier clou dans le cercueil. Même si on n'avait aucune preuve contre Diamond, j'étais persuadée qu'elle en savait plus que ce qu'elle disait. C'était important pour nous de la faire revenir pour l'interroger de nouveau. Donc on l'a fait venir de la prison et on a commencé l'interrogatoire. Mais elle lâchait rien. À un moment, on était sur le point d'arrêter parce qu'on n'avançait pas. Mais j'ai dit à mon collègue, maintenant qu'on l'a fait venir, autant continuer à l'interroger, on n'a rien à perdre. Donc on y est retourné et on a changé de tactique. On a opté pour la méthode douce. Et ça a marché. Plus on se radoucissait, plus elle se radoucissait. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur son enfance, pour essayer de la connaître un peu mieux. Et elle m'a raconté comment elle s'était retrouvée à se prostituer à un jeune âge et tous les problèmes qu'elle avait eus dans son enfance. J'ai montré de la compassion et je lui ai dit que j'étais désolée qu'elle ait subi tout ça. I'm sorry you had that childhood that you had. I can't, like, personally, I can't even imagine. Like, it breaks my heart even to think about having to do the things that you've gone through. Et elle s'est mise à pleurer, ce qui m'a étonnée parce qu'elle avait l'air tellement inébranlable. It's okay. Elle se met à pleurer. Et c'est là qu'elle commence à craquer et à dire la vérité. So you and Jamaica got dropped off in Yamacraw, right? Like you said, like you guys got your clothes, you got dropped off in Yamacraw, you get out and go into his apartment, right? And then does he leave with Pepe? So it's just him and Pepe in the car? Okay. So then after you said they were gone, how long? 15 minutes. Okay. So he comes back like 15 minutes later and it's him and Pepe that come back? And then when did he tell you that he did it? Like, was it just you and him? Or like, when did he tell you that?
When he came back in the room. Who did he say in front of? He said it in my ear. Because when he came back, I was hugging up on him and stuff. And then he whispered in my ear, he said, I killed all of them. What did you say to him? I was like, why did you do that? I didn't tell you to kill him. What did he say? And he was just shaking and he was sweating. Cette déclaration est venue confirmer tous les éléments dont on disposait, et ça a permis d'avoir un dossier solide. C'était énorme. Donc, après avoir parlé aux enquêteurs et avoir étudié toutes les preuves, Diamond Butler, James Hampton et Dwayne Abney ont été inculpés pour les meurtres de Corey, Alexis et Kiana. La preuve principale contre Diamond, c'était ses aveux. Elle a raconté à quel point ça avait énervé James Hampton qu'elle se fasse expulser de la maison. Elle a dit qu'elle voulait aller canarder la maison. Donc, le fait qu'elle ait avoué avoir envoyé James Hampton pour, selon ses dires, seulement canarder la maison, suffit à la rendre complice des meurtres. Rien ne laissait penser que Jamaica était impliquée dans le crime. On estime qu'elle ne savait pas ce qu'il allait se passer. Au procès, James Hampton a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et il a été condamné à 3 peines à perpétuité consécutive sans possibilité de remise de peine, plus 35 ans supplémentaires. Dwayne Abney a été reconnu coupable de tous les chefs et condamné à 2 peines à perpétuité consécutive, plus une peine supplémentaire de 15 ans. Diamond Butler a plaidé coupable et a témoigné au procès. Elle a été condamnée à 90 ans de prison pour voie de fait aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre une agression. Aussi absurde que ça paraisse, je crois que le mobile de ces meurtres, c'était que James essayait de séduire Diamond et il a voulu l'impressionner. Je pense qu'on a obtenu justice pour Corey, Kiana et Alexis. Ça ne les fera pas revenir, mais je pense que les responsables ont été punis et que justice a été rendue pour la famille. Alexis avait les fossettes les plus adorables que j'ai jamais vues. Ça me fait sourire d'y penser parce qu'elle me remplissait de joie. C'était mon bébé. Elle me manque tellement. D'ailleurs, je lui parle toujours. Des fois, je suis dans la maison toute seule et j'entends du bruit. Je dis, ça suffit, Alexis, sois sage. Je sais bien qu'elle... À Anvers, il existe des rues où la lumière ne tombe pas comme elle est. Elle glisse sur les vitrines, ricochet sur les façades, se brise sur le verre blindé, puis revient au visage des hommes avec une froideur métallique. Là-bas, même l'air semblait poli. Surveille, pissé. On ne marche pas vraiment dans le quartier du diamant. On y entre comme on entrerait dans un sanctuaire qui aurait appris à se méfier des fidèles eux-mêmes. Les portes sont épaisses, les regards rapides, les mains discrètes, et derrière la banalité apparente des bureaux, des escaliers, des badges et des ascenseurs. Circuler une richesse si dense qu'elle en devient presque abstraite. Des fortunes changeantes demandent dans un silence administratif. Des pierres assez petites pour disparaître au creux d'une pomme portant des valeurs assez folles pour acheter des vies entières. Tout dans ces décors. Raconter la puissance. Tout raconter aussi la peur, car place un lieu concentré de richesse. Place il devient la proie d'un rêve sombre. Celui de l'homme qui regarde une forteresse et ne voit pas un mur. Mais une promesse, pendant long temps. Anvers s'est bercé d'une certitude rassurante si un tel endroit existait. Bardé de protocoles, entouré de policiers. Satcheur d'habitudes secrètes, protégé par la réputation autant que par la technique. Alors il devait être inviolable, s'il n'était pas seulement un quartier d'affaires, qui était un système nerveux, un coffre dans un coffre.
pose au cœur d'une ville ancienne qui avait appris à faire du luxe une routine et du soupçon une discipline. Selon les récits publiés plus tard par la presse internationale et repris par Weird, la place d'Anvers dans le commerce mondial du diamant était si centrale que le quartier ressemblait moins à un simple centre économique qu'à une mécanique mondiale et miniaturisée dans quelques rues. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire si troublante. Car lorsqu'un lieu se croit trop intelligent pour tomber, il commence déjà à se rendre vulnérable. Passe par arrogance spectaculaire, par quelque chose de plus humain, de plus ordinaire, de plus dangereux. L'habitude, le drame ne commence pas le soir du volume. Il commence bien avant, dans cette zone grise où rien ne semble encore menaçant. Il commence avec un homme qui ne devait être qu'un visage de plus, pas une bandit de cinéma. Pas une silhouette hurlante lancée contre des alarmes rouges, mais une présence patiente. Lissé, presque terne. Un homme capable d'entrer quelque part sans troubler l'équilibre des lieux. C'est peut-être cela. Au fond, qui fait le plus peur dans cette affaire? L'idée que le danger n'a pas forcé la porte. Il s'est assis. Il a attendu. Il a souri au bon moment. Il a appris les rythmes du bâtiment jusqu'à ce que le bâtiment cesse de le voir. Le nom de Leonardo Notar Bartolo finira par devenir le visage public du cas. Mais dans les premiers temps sinistres, pour beaucoup, un opérateur de plus dans un univers sous chacun protégé. Quelque chose est ou presque personne ne dit tout à fait la vérité sur ce qu'il possède. Il faut imaginer la scène telle qu'elle devait apparaître à ceux qui l'ont croisé sans s'en souvenir. Un homme convenablement vêtu, une attitude mesurée. Pas d'éclat, pas de démonstration. Juste assez de crédibilité pour s'effondrer dans le décor. Dans ce monde, la violence ne se montre pas d'abord par des armes. Elle prend la forme d'une patience absolue, d'après plusieurs récits. Dans ce que l'on retrouvera plus tard dans les enquêtes journalistiques et les synthèses consacrées au cas du siècle, cet homme aurait loué un bureau dans les meublés même du centre diamantaire. C'est un détail presque sec, presque bureaucratique. Et pourtant, toute l'abîme est déjà là, un bureau. Une adresse, une présence légitime. Quelque chose d'inoffensif en apparence. Toute grande catastrophe commence souvent sous la forme d'une petite autorisation. Si qui fascine dans l'Antwerp Diamond Heist, ce n'est pas seulement l'ampleur de ce qui sera pris. C'est la manière dont l'histoire semble opposer deux formes d'intelligence, celle du système et celle de l'intrus d'un côté. Des couches de sécurité, des procedures, des access filters, des mécanismes pensés pour décourager l'imagination même du voleur. De l'autre, une logique plus primitive et plus souple. Celle qui observe les hommes avant d'observer les serrures, car les serrures, au fond, ne sont jamais seules. Elles vivent au milieu d'habitudes, d'angles morts, des routines, des vanités, des pressions économiques, des relâchements minuscules. Si sont ces features-là qui intéressent les patients, les très patients. Ceux qui savent qu'un système ne s'effondre presque jamais sous le choc. Ils s'ouvrent à force d'être compris. Mais à ce stade du récit, personne n'est encore dans un film de casse. Tout semble continuer selon la logique glaciale du commerce, des courtiers entrants et sortants. Des transactions si murmurantes, des hommes évaluant des pièces sous des lampes blanches avec des gestes d'orfèvres et des nerfs de banquiers. Les ascenseurs montants, les portes se refermant. Les badges passant devant des lecteurs, un café refroidi sur un bureau. Une journée succède à l'autre avec cette monotonie trompeuse qui protégeait les grandes richesses bien plus sûrement que le métal. Car les lieux les mieux gardés ne tiennent pas seulement grâce à leurs mœurs. Ils tiennent parce que ceux qui y travaillent finissent par croire que demain ressemblera à aujourd'hui. Que rien d'extraordinaire ne peut se produire dans un décor si réglementé. C'est ainsi que les miracles financiers prennent l'apparence de la normalité.
subsistance aussi que les désastres se préparent à l'abri du regard. L'histoire, vue de loin, a quelque chose de presque insultant pour ceux qui faisaient confiance à la forteresse. Comment imaginer que l'une des concentrations de richesses les plus surveillées au monde puisse devenir le théâtre d'un volume appelé plus tard par plusieurs médias? Les heist of the century, l'expression a quelque chose d'excessif. Presque publicitaire, mais elle édite bien le vertige. Parce que ce qui s'est importé durant ce week-end de février 2003 ne se compte pas seulement en dollars, en diamants, en métaux ou en coffrets. Ce qui sera importé, c'est une croyance, celle selon laquelle certains androids et force de sophistication seraient sortis de la portée humaine. Et quand cette croyance tombe, si n'est pas seulement une affaire criminelle qui commence, c'est une humiliation. Il y a aussi, derrière le faste du diamant, une atmosphère qu'on oublie souvent, celle de la méfiance permanente. Les pierres précieuses ne circulent pas dans un univers romantique. Elles traversent un monde d'assurances, d'intermédiaires, de déclarations prudentes, de secrets commerciaux, de silences interesses. Un diamant n'est pas simplement beau, il est traquable. Negotiable, transformable en frontière entre la loyauté et la trahison. C'est peut-être pour cela que cette affaire a si vite dépassé la simple curiosité criminelle, presque aussitôt. Elle est attirée autour d'elle un autre type de fascination. Ici, volume n'était pas seulement un exploit de voleur, mais les symptômes d'un milieu plus trouble qu'il ne voulait l'admettre. Au fil des années, comme l'on rappelle plusieurs reportages des soupçons, des agents concurrents et même des récits de manipulation ou d'escroquerie, l'assurance viendront se greffer à la légende. Mais au début, avant les théories, avant les livres, avant les interviews de prison, il n'y a encore qu'une lente approche. Une prise de température, une conquête silencieuse. Il faut comprendre ce qui représente la patience dans une histoire pareille. Les amateurs revendent d'un geste brillant. Les professionnels, Yuxi, revendent de répétition. Ils revendent d'entrées et de sorties sans relief. De journées ternées, d'habitudes assimilées jusqu'à la perfection. D'un moment où plus personne ne se souvient de la date exacte à laquelle un nouveau venu a commencé à faire partie du décor, c'est une forme de disparition avant l'heure. Devenir visible sans être remarqué, d'après les éléments qui ont nourri les enquêtes et les récits ultérieurs. L'opération ne s'est pas improvisée, elle s'est installée. Elle a pris racine dans les tombes, et c'est cela qui lui donnait. Encore aujourd'hui, une tonalité presque dérangeante. On aimerait croire qu'une telle coupe n'est possible qu'avec de la force, de la brutalité. Un déchaînement spectaculaire, on voudrait pouvoir pointer une nuit, une effraction, un instant précis où le mal franchit la ligne. Mais ici, la ligne a sans doute été franchie bien plus tôt. Dans le calme, sous les néons. Parmi les dossiers et les convenances, l'envers du début des années 2000 n'ignore pas quel fascine. Le diamant est une culture, une économie, un emblème, parfois même une religion laïque. Le quartier vit avec cette conscience de sa propre valeur. Les visiteurs y sentent immédiatement une attention particulière, comme si l'argent avait appris à se faire discret pour survivre. Tout est dense. Concentre, contrôle. Les pierres viennent du monde entier, passant entre des mains expertes. Sont examinées, trees, revendues, re-expedies. Dans une telle machine, la sécurité n'est pas un supplément. Elle fait partie du décor moral. Elle dit à chacun: ici, tout a été prévu. Et pourtant, rien n'est plus dangereux qu'un monde convaincu d'avoir tout prévu. Car même avant le volume, certains détails auraient pu sembler étranges à un regard narratif. Presque romanesques. Un homme qui s'installe. Un bureau loué, des allées et venues banales.
une capacité à s'enraciner dans un univers fermé, rien qui suffise à provoquer une alarme. Tout ce qu'il faut pour construire une future catastrophe, c'est toujours ainsi. Après coup, le passé se remplit de signes qu'aucun contemporain n'avait compris. Les témoins réécrivent leurs souvenirs. Les portes qu'on a ouvertes machinalement prennent un relief sinistre. Les échanges policiers chargeant d'une arrière-pensée. Une ville entière se met à se demander à partir de quel moment elle a cessé de regarder. C'est l'une des cruautés les plus fines de ce type d'affaires. Elle transforme la banalité rétrospective en honte collective. Plus tardi, les chiffres nourriront la légende. Plus de 100 millions de dollars selon certaines estimations largement reprises, des centaines de coffres touchés, un butin mêlant diamants, bijoux, métaux précieux, titres et liquidités, et surtout. L'impression que l'essentiel du trésor s'est volatilise dans un brouillard presque moqueur. Mais la puissance réelle de cette histoire ne tient pas aux chiffres seuls. Elle tient au contraste entre l'infiniment précieux et l'infiniment petit, un empire de sécurité. True un empire en canyon, mais par des fautes presque invisibles. Des erreurs minuscules, des détails négligés. Une imperceptible fatigue de la vigilance. Voilà pourquoi l'affaire continue de captiver. Parce qu'elle renverse notre instinct, nous croyons que les grandes chutes viennent de grands gestes. Or, ce sont parfois les poussières qui font céder les cathédrales avant que le monde ne découvre l'ampleur du volume. Avant que les autorités belges ne mesurent l'étendue de l'humiliation, il y a si long prélude, silencieux que l'on imagine aujourd'hui avec un mélange de fascination et de malaise. Un homme traverse peut être le hall d'un pas tranquille. Il connaît déjà mieux le lieu qu'on ne le croit. Il a repris les jures, les visages, la respiration du bâtiment. Il sait quand la tension monte. Quand elle baisse, quand la confiance se crispe, quand elle s'endort, le génie criminel, lorsqu'il existe, n'a rien de magique. Il consiste souvent à prendre au sérieux ce que les autres ont cessé de regarder. Un couloir, un rituel, une procédure, une routine, une confiance. Et plus on s'approche du week-end où tout basculera, plus une vérité désagréable s'impose aux spectateurs. Si casse n'a pas commencé dans la nuit, il a commencé le jour où les voleurs ont compris qu'ils pouvaient devenir des ombres légitimes. Le reste n'est, d'une certaine manière, qu'une conséquence. C'est ce qui rend la première partie de cette histoire si importante. Elle n'est pas encore celle du butin. Elle est celle de l'infiltration du réel par une possibilité impensable. Elle est celle d'un monde d'élite QUI, à force de filtrer les intrus bruyants. A peut-être l'espace le plus dangereux de tous, celui qui ressemblait à tout le monde. Dans les années qui suivront, les journalistes, les enquêteurs et les auteurs spécialisés reviendront sans cesser sur ce paradoxe. Comment un tel système a-t-il pu être vaincu? Comment l'architecture même de la sécurité a-t-elle pu être retournée contre elle-même? Where insistera sur l'audace et la patience du groupe lié à notre Bartolo, d'autres sources mettront l'accent sur la mythologie du cas parfait. D'autres encore rappelleront que la perfection, justement, n'a jamais existé. Puisque de minuscules erreurs ouvriront plus tard une piste aux enquêteurs, mais au commencement. Aucun policier ne tient encore les fils de cette histoire. Aucun juge n'essaie encore de démêler la légende du mensonge. Il n'y a qu'un décor de pierre, de verre et d'argent. Il n'y a qu'un quartier persuadé de se connaître. Il n'y a qu'une forteresse qui, sans le savoir, héberge déjà sa propre blessure. Et c'est cela qui donne au récit sa force la plus noire. Le volume n'est pas seulement une agression contre un bâtiment. C'est une démonstration qu'aucune machine humaine n'est protégée contre celui qui lui consacre assez de temps. Une démonstration que les lieux les plus puissants peuvent être étudiés comme des organismes vivants avec leurs réflexes, leurs négligences, leurs moments de relâchement.
Uni demonstration, enfin. Que la frontière entre le prestige et le ridicule est bien plus fine qu'on ne l'imagine, car il suffit parfois d'une seule vérité humiliée pour que toute une vie commence à trembler. Dans ces quartiers où l'on vendait l'éclat, quelque chose d'invisible était déjà en train de noircir. Personne ne le voyait encore. Les portes continuaient de s'ouvrir. Les affaires continuaient de se conclure, les couloirs restant propres. Les vitrines calmes, les gestes précis. Mais sous cette maîtrise impeccable avançait une autre logique, souterraine. Patience, presque clinique. Elle ne cherchait pas le chaos, elle cherchait le moment exact ou l'ordre. Persuadée d'être éternelle, commet sa première faute. Et lorsqu'on lui fonde sur la valeur absolue commet sa première faute, si n'est jamais un simple oubli? C'est le début d'une chute, la suite. Bien sûr, apportera la nuit. Le manque, la stupeur. Les coffres ouverts, la police. Les récits contradictoires, les théories. Les arrestations, les versions qui s'affrontent et le vertige d'un butin presque fantôme. Mais pour comprendre l'Antwerp Diamond Heist, il faut rester encore un instant dans si calme trompeur d'avant la catastrophe. Dans cette douceur administrative, dans ce monde qui se croit invulnérable. Parce que la véritable tension n'est pas au moment où l'on découvre l'absence. Elle n'est au moment où l'on comprend que l'absence était déjà là. En guerre, alors même que tout pareil est intact. C'est dans cet écart entre l'apparence et la faille que l'histoire prend toute sa dimension. Et c'est précisément là, dans ce silence d'avant l'humiliation, que commence le cas parfait. Ou du moins, c'est que le monde appellera ainsi avant de découvrir qu'aucune perfection ne survit tout à fait aux erreurs minuscules des hommes. Il y a des crimes qui naissent d'un accès de rage, d'un besoin immédiat, d'une impulsion trop violente pour être contenue. Et puis il y a ceux qui naissent d'un autre feu. Beaucoup plus froide, beaucoup plus discipline. Presque ascétique. Des crimes qui ne se jettent pas sur le monde, mais l'étudiant. Des crimes qui ne brisent pas d'abord les choses, mais les comprenant. C'est dans cette seconde famille que s'inscrit l'affaire d'Anvers, plaçant-se loin de la légende tapageuse du cas du siècle. Place apparaît une réalité encore plus dérangeante, si volume n'a pas d'abord été conçu comme une explosion. Mais comme une conversation silencieuse avec la forteresse elle-même, une conversation longue. Attentive, you chaque détail observe. Chaque routine mémorisée, chaque habitude humaine devenait une ligne de plus dans une partition QUI. Le jour venu, devait être joué sans tremblement. On imagine souvent les grands voleurs comme des hommes attirés par l'éclat, presque amoureux de leur propre audace. Mais l'histoire d'Anvers, telle qu'elle a été racontée ensuite par la presse, les enquêteurs et même par certains protagonistes renvoient plutôt l'image d'une entreprise dominée par la méthode. Le cœur du groupe est attribué à ce que plusieurs récits sont décrits comme une équipe italienne, souvent associée à l'école de Turin. À son garde pour la précision, à sa culture du repérage. À une approche presque artisanale du cambriolage de haute volée, cette idée a nourri une grande partie de la fascination médiatique. Un petit noyau de Holmes, très peu spectaculaire dans l'apparence, mais capable de consacrer des mois, peut-être davantage. Un seul objectif, à ce niveau-là. Le crime ne ressemble plus à une aventure, il ressemble à une profession. Une profession sans morale, mais avec sa discipline. SES competences, SES hierarchies et SES silences. Si silence compte énormément dans les histoires ordinaires. On parle trop dans celles qui réussissent presque. On parle peu, chacun sait ce qu'il doit faire. Ce qu'il ne doit pas demander, ce qu'il vaut mieux ignorer. Car la réussite d'une telle opération ne dépend pas seulement d'un plan. Elle dépend de la capacité des hommes à ne pas se trahir eux-mêmes par leur impatience, leur vanité, leur peur ou leur besoin d'être remarqués.
Et c'est là que commence la vraie tension humaine du récit. Non pas dans les serrures ou les alarmes, mais dans cette question plus ancienne que toutes les technologies. Combien de temps un être humain peut-il jouer un rôle avant que son visage réel n'apparaisse? Combien de jours peut-il sourire sans y croire, saluer sans s'attarder? Revenir encore et encore dans un lieu saturé de valeur, sans laisser trahir la femme qui l'a amené là. Leonardo Notarbartolo, dans cette histoire, n'a pas seulement une fonction criminelle, il a une fonction dramatique. Il est la figure du masque russi, du visiteur qui devient familier, de l'homme qui fait l'effort immense d'apparaître secondaire dans un autre genre de récit. Le chef voudrait imposer sa présence, ICI. Il doit au contraire se réduire, il doit entrer dans les champs visuels de ceux qu'il trompe sans jamais s'y imprimer trop fortement. C'est une gymnastique étrange, presque contre nature. Et pourtant essentiel, être crédible mais pas remarquable. Aimable mais pas intime, présent mais jamais central. Il faut comprendre la violence intime d'un tel rôle, vivre au milieu de ceux qu'on convoite, l'approcher par degrés sans se précipiter, sans révéler l'intensité du désir. On pourrait croire qu'un tel homme ne ressent rien, mais c'est probablement l'inverse qui rend l'affaire si trouble pour tenir dans la durée. Il faut ressentir énormément et ne rien laisser passer autour de lui. Selon les différentes reconstitutions, gravitant d'autres profils. Certains seront désignés dans les enquêtes comme des spécialistes techniques, d'autres comme des logisticiens. D'autres encore comme des exécutants habitués à ne se révéler que par fragments. Les surnoms qui circuleront plus tard dans certains récits ajouteront presque une couleur de roman noir à l'affaire. Mais derrière cette patine se cachait une vérité simple. Un volume de cette ampleur suppose une division du travail. L'un observe, l'autre prépare. L'autre transporte, l'autre anticipe les contretemps. L'autre encore garde assez de distance pour que, si quelque chose cassait, la structure entière ne s'effondre pas d'un coup. Cela aussi fait partie du génie criminel. Quand nos employeurs quittent l'expression sans romantisme, non pas la flamboyance, mais l'organisation. Et pourtant, aucune organisation ne suffit si elle ne comprend pas la matière vivante qu'elle affronte, car un centre de sécurité n'est pas seulement un assemblage de dispositifs. C'est une communauté de comportements, des gardiens qui prennent leur service, des employés qui passent, des commerçants qui se hâtent, des habitudes de nettoyage, des gestes répétés 100 fois au même endroit, des moments où la tension est maximale, d'autres où elle se relâche à peine. Juste assez, le groupe qui se prépare contre le Diamond Center ne peut espérer réussir qu'en s'imprégnant de cette chorégraphie quotidienne jusqu'à la connaître presque aussi bien que ceux qui y participent sans y penser. Le crime, ainsi staté, devient une forme de lecture, lire un bâtiment, lire ses usages, lire ses homes, lire là où les autres ne voient plus rien parce qu'ils passent, travaillant, ferment, rouvrant, recommençant. C'est peut être ce qui rend cette seconde phase de l'histoire si fascinante à raconter. Rien n'explose encore, rien ne manque encore. Et pourtant, tout avance déjà vers le désastre. Une équipe regarde un système réputé inviolable et ne se demande pas seulement comment le forcer, elle se demande comment le habiter mentalement. Comment s'écouler dans ses rythmes jusqu'à prévoir ses réactions. C'est une conquête sans drapeau, sans bruit, sans victoire visible. Une conquête invisible, où le terrain n'est pas un pays mais un ensemble de certitudes. Et plus cette conquête progresse, plus la forteresse se fragilise sans le savoir. Dans les versions ultérieures de l'affaire, beaucoup d'attention sera portée aux dispositifs techniques. Détecteurs de chaleur, capteurs sismiques, radar Doppler, portes blindées, serrures multiples, vidéosurveillance.
Niveau de contrôle superposes, ces éléments ont contribué à la légende des parts et qu'ils donnent au volume une allure presque mythologique. Le public adore entendre qu'un système complexe, presque arrogant dans sa sophistication, a pu être contourné, mais derrière la mécanique. Il y a toujours le homme, et c'est là que se joue le véritable renversement. Car un système technologique, aussi perfectionné soit-il, finit toujours par dépendre de la manière dont des êtres humains les comprenant, le maintiennent. Lui font confiance au sein remettant à lui quand la confiance dans la machine devient trop grande. La vigilance humaine s'y transforme subtilement. Elle ne disparaît pas. Elle se déplace. Elle se pose. Elle économise son énergie. Elle commence à croire que le dispositif verra pour elle. C'est peut-être l'un des secrets les plus cruels de cette affaire. Place un système symbole intelligent. Place les hommes qui les servent risquent parfois de lui abandonner une part de leur propre inquiétude, et pendant que le centre diamantaire continue à fonctionner comme si rien ne pouvait réellement l'atteindre. La préparation du volume prend une forme plus nette. On ne connaît pas tous les gestes exacts. Les récits se contredisent. Les souvenirs se rétrovèlent. Les protagonistes n'ont pas toujours intérêt à dire vrai, mais ce qui ressort avec constance. Dans les grandes lignes, c'est cette logique d'apprentissage lent. Le terrain n'est pas choisi pour être attaqué de front. Il est choisi pour être apprivoisé. Chaque visite, chaque accès autorise. Chaque mouvement banal nourrit un savoir, et si savoir accumulé. Miss Boudabout finit par valoir davantage qu'une simple force physique, car il permet autre chose. Entrer dans la nuit du volume non comme un intrus découvrant des obstacles, mais comme quelqu'un qui a déjà vu, anticipé. Répéter intérieurement ce qu'il s'apprêtait à faire. On pourrait presque dire qu'avant d'être commis. Le cas est d'abord rêvé, non pas rêvé au sens fantasque, mais simulé mentalement jusqu'à l'obsession. Tel couloir, telle porte, tel temps d'arrêt, telle réponse possible du système, telle erreur à ne pas commettre. Telle marge de manœuvre. Les grands crimes préparés avec patience finissant par produire cette zone étrange où l'imagination et l'exécution deviennent voisines. On vit déjà le geste avant de le faire, et plaçons le vide intérieurement. Place il devient praticable, si n'est plus une idée folle. C'est une suite d'étapes, un protocole clandestin répondant et un protocole officiel. Une méthode noire se greffant sur une méthode blanche, mais pour que ces protocoles noirs survivent jusqu'au jour décisif. Il faut encore quelque chose de plus difficile que la compétence. Il faut la maîtrise du temps. Le temps est l'ennemi naturel du voleur, parce qu'il use les nerfs. Encourage les initiatives stupides, faites naître le désir de précipiter. Un homme patient peut observer un système pendant des semaines. Plusieurs hommes impatients le détruiront avant même d'entrer. Il faut donc un équilibre instable, une discipline presque militaire. Pour tenir la préparation à ces longs temps sans se dissoudre dans l'attente, c'est ce que cette histoire laisse deviner derrière les gros titres. Sous le folklore du diamant et le prestige du butin, il y a des journées lentes, des répétitions, des discussions mesurées, des consignes, des frustrations. Il y a des instants où certains ont peut être voulu aller plus vite et où d'autres ont imposé d'attendre encore. Les grands coups ont cette texture paradoxale. Ils paraissent soudains au monde, mais ils ont été pour ceux qui les concoivent de longues épreuves d'endurance. Pendant ces temps, le côtier continue de vivre dans sa propre logique. Et c'est là que le récit devient presque cruel. Don't quote. Un groupe se concentre de plus en plus, tendu vers un futur précis. De l'autre, des centaines de personnes évoluent dans le présent pour de leurs affaires, de leurs routines, de leurs urgences ordinaires. Convaincus que la complexité du lieu les protège suffisamment, aucun de ces mondes ne voit complètement l'autre. Les commerçants, les agents,
Les habitués regardent un homme et voyant un occupant parmi d'autres. Les voleurs. Ils regardent les mêmes personnes et voyant des variables. Des rythmes, des habitudes, des angles morts. Il y a là quelque chose de terriblement dissymétrique. Une moitié du décor vide, l'autre étudie. Cette dissymétrie nourrit aussi le ton émotionnel de l'affaire. Place on approche du jour où tout basculera. Place le spectateur éprouve une forme d'impuissance rétrospective. Il voudrait avertir quelqu'un. Il voudrait interrompre une location. Questionner un comportement. Ralentir une autorisation. Forcer un regard plus attentif. Mais l'histoire, justement, se construit sur l'impossibilité de ces avertissements. Les signes existent peut-être, mais aucun n'est assez éclatant pour provoquer une rupture. Le danger n'a pas la politesse de se signaler clairement. Il aime se disperser dans des détails qui, pris isolement, ne suffisent pas. Et c'est précisément ce qui le rend si efficace dans les mois ou les semaines précédant le volume. Selon la manière dont on reconstruit la chronologie, le centre diamantaire n'est donc pas seulement surveillé. Il est ausculté. Chaque élément de sécurité est moins un obstacle qu'une question. Comment fonctionne-t-il? À quoi réagit-il? Qui le vérifie? Qui lui fait confiance? Dans quel ordre les dispositifs sont-ils pensés? Quels réflexes humains les accompagnent? Là encore, la légende parfois donne l'impression d'un duel entre des voleurs de génie et une forteresse technologique. En réalité, l'opposition est plus subtile. Le groupe ne triomphe pas d'une machine pure. Il apprend de circuler entre les points de jonction où la machine rencontre les habitudes humaines, et ces jonctions sont toujours vulnérables. Parce qu'elles exigent des hommes qu'ils répètent chaque jour la même concentration dans un environnement familier, rien n'est plus difficile. Il y a aussi, dans une histoire comme celle-ci, la séduction du presque impossible. Un butin aussi colossal ne motivé pas seulement par l'argent. Il motive par l'idée de signature, réussir là où personne n'oserait même sérieusement essayer. Sortir dans le sens résister à tout, faire tomber une certitude mondiale. Il serait naïf de croire que cette dimension symbolique n'a joué aucun rôle, un tel coup permet à ceux qui le portent d'entrer dans une forme de mythologie souterraine. Non pas la gloire publique, qui serait absurde et dangereuse, mais cette autre gloire, plus secrète, celle qui circule dans certains milieux criminels comme un capital de réputation. L'argent compte. Bien sûr qu'il compte, mais le prestige du geste, même caché, compte aussi. Dans l'univers où les risques et la compétence font l'œil, réussir l'impossible équivaut à changer de rang. Et pourtant, cette tentation de la légende contient déjà un poison. Place une opération devient mythique dans l'esprit de ceux qui la préparent. Place elle peut produire, au cœur même de sa sophistication, une faille narcissique. Le sentiment d'avoir tout prévu, le plaisir de se croire au-dessus du système. Cette affaire, et si stade, n'a pas encore reconnu sa chute partielle, ses erreurs. SES traces ridicules, SES details, laissés derrière et les comme des miettes ironiques. Mais le spectateur sait déjà que toute perfection humaine prépare, quelque part. Son défaut, c'est ce qui donne au récit sa tension secrète. La préparation paraît presque infaillible, et pourtant, au bout de cette rigueur, quelque chose atteint, une négligence, un oubli, une fatigue, un infime dérèglement. On ne sait pas encore lequel, mais on sent déjà que le rêve de maîtrise absolue ne survivra pas intact. Peut-être est-ce pour cela que la phase préparatoire touchait autant l'imaginaire. Elle est réunie si que l'être humain admire et si qu'il redoute chez ses semblables. La patience, la précision, l'intelligence stratégique, la capacité d'observer, à s'adapter, à supporter la durée. Toutes ces qualités qui pourraient servir à construire, à protéger, à inventer,
sont ici retournés vers la prédation. Il y a dans les grandes casses une mélancolie particulière. Ils révèlent combien le talent est moralement indifferent. Un esprit méthodique peut devenir ingénieux. Chirurgien, architecte ou voleur. Les mêmes vertus pratiques changeant de couleur selon la finalité qu'elles servent. Et dans l'ombre d'envers, cette vérité prend une forme presque dérangeante. Ce qui approche du coffre n'est pas le chaos. C'est une intelligence organisée. Pendant que la ville respire au rythme de ses affaires, les hommes du groupe doivent probablement apprendre à compartimenter leur existence. Le futur casse d'un côté, la vie ordinaire de l'autre. Les conversations banales, les repas, les attentes, les trajets. Les heures où l'on fait semblant de n'être personne. Si dédoublement est l'une des dimensions psychologiques les plus lourdes de ce type d'entreprise. Place le projet prend de l'ampleur, place il exige de chacun qu'il vive dans deux temps à la fois. Le présent anodin qu'il montre au monde, et le futur clandestin qu'il protège à l'intérieur. C'est la juste, c'est la tendre. Celle de former le rapport au réel, car à force de tout regarder en fonction d'une opération secrète. Le monde entier finit par se transformer en décor. Et un décor, tôt ou tard, c'est se démouvoir. Il ne reste que l'objectif. Cette froideur n'empêche pas la peur. Elle la discipline seulement. N'importe quel homme engage dans un plan de cette ampleur, cette qu'il ne joue pas une simple somme d'argent. Il jouait sa liberté, son identité. Peut-être même sa vie au sens large, car une opération ratée de cette nature ne détruit pas seulement un avenir judiciaire. Elle détruit aussi la cohésion du groupe, la confiance entre les participants. L'illusion de compétence qui les tenait ensemble, chacun dépend des autres. Et dans le monde criminel, cette dépendance n'a rien d'étendre. Elle est fonctionnelle. Fragile, potentiellement mortel. On ne se choisit pas pour se confier, on se choisit pour tenir. Et il suffit d'un seul homme trop nerveux. Trop bavard, trop fier et trop fatigue pour faire chanceler l'ensemble. C'est ce qui rend la seconde partie de l'histoire presque suffocante quand on la regarde de près. Tout paraît encore calme. Mais si calme est plein d'une énergie comprimée, la ville ne le sait pas. Le quartier ne le sait pas. Les hommes qui gardent l'or du diamant ne le savent pas. Pourtant, quelque part dans cette géographie seraient des vitrines. Des bureaux et des portes renforcées. Un autre ordre s'écrit déjà. Un ordre fait d'horaires mémorisés, de gestes répétés. Des solutions techniques, de prudence. D'obsession. Un ordre clandestin qui attend son héros comme une marée invisible sous un port trop sourd de lui. Et au milieu de cette tension, le cœur moral de l'affaire commence à battre place forte. Car si le volume fascine tant, ce n'est pas seulement parce qu'il promet une prouesse. C'est parce qu'il attaque une idée presque sacrée, celle qu'on lui fonde sur la valeur absolue, sur le contrôle, sur la rareté. Puis s'échapper à la convoitise par l'ingéniosité seule. Le quartier du diamant n'est pas n'importe quel décor. Il représente un sommet de confiance institutionnelle dans l'argent, la technique et la réputation. S'en prendre à lui, c'est presque s'en prendre à une croyance moderne. D'ailleurs que tout se protégé, que tout se calculé, que tout peut se verrouiller. Les hommes qui s'en approchent n'attaquent pas seulement des coffres. Ils s'approchent du cœur orgueilleux d'un système qui croit pouvoir convertir la peur humaine en procédure parfaite. Mais aucune procédure n'est parfaite. À ce stade, ce n'est encore qu'une intuition. Elle n'a pas de visage, pas de preuve, pas de scandale. Elle flotte à peine. Comme une ombre très mince au bord d'une lumière trop blanche. Pourtant, elle est déjà la vérité profonde de l'histoire. Les voleurs n'auront pas besoin de faire tomber le monde. Il lui suffira de prouver qu'il n'était pas aussi solide qu'il le croyait. Le reste viendra après. La stupeur, les chiffres, les gros titres, les polices techniques,
les juges, les rumeurs, les réécritures. Mais avant cela, il y a 6 moments très peu, presque terribles, où une poignée d'hommes regardant une forteresse et sentant qu'elle peut être ouverte, passe dans un rêve, passe dans un fantasme, dans le réel. À partir de là, plus rien n'est tout à fait innocent. Chaque couloir devient un possible chemin, chaque procédure. Une future faiblesse, chaque badge validé. Une victoire imperceptible. Et plus le plan c'est précis, plus c'est formé aussi une autre question, plus in time. Plus sinistre, que prouve-t-on lorsqu'on approche un incident, but presque irréel. Est-ce de l'euphorie, de la terreur? Une concentration si profonde qu'elle ressemble à l'absence d'émotion. Peut-être un mélange de tout cela. Peut-être ces vertiges particuliers des entreprises trop grandes pour être racontées honnêtement même à soi-même. Car pour continuer, il faut sans doute se parler avec économie, ne pas s'imaginer trop clairement la chute possible, ne pas regarder trop longtemps le gouffre judiciaire, ne voir que l'étape suivante. Le prochain détail à valider, le prochain obstacle à apprivoiser. Dans les crimes patients, la survie mentale passe souvent par cette réduction du monde à une suite de tâches. Quand le futur boutin est immense, la tentation serait de penser sans cesser autre sort. Mais c'est précisément ce que les plus habiles doivent éviter, penser autre sort. C'est déjà risqué de perdre sa précision. Il faut penser à la porte. Passe à la fortune, à la séquence. Passe à la gloire, à l'utile. Passe au rêve. C'est l'une des leçons silencieuses de cette préparation. Ceux qui réussissent presque sont souvent ceux qui savent différer mentalement la récompense jusqu'à l'avoir réduite à une conséquence. D'abord les gestes exacts. Plus tard seulement, peut-être. La richesse, dans cet ordre-là. Le volume prend l'allure d'un métier monstrueux, un métier où l'on réprime même sa cupidité pour mieux la servir. Ainsi, tandis que février 2003 approche sans encore révéler le gouffre qu'il porte, deux univers continuent d'avancer l'un vers l'autre. Le premier se croit protégé par ce qu'il a empilé les contrôles. Les portes, les radars et les reputations. Le second se croit prêt par ce qu'il observe, compris ça. Mémorise et répété. Entre les deux ne manque plus qu'un week-end. Une nuit, une succession de gestes au bord du silence absolu. Mais avant que cette nuit n'arrive, il reste encore un élément décisif à comprendre. Aucune forteresse ne tombe sur les mains parce qu'on la désire. Elle est tombée quand quelqu'un a pris. Avec une précision presque douloureuse, la manière exacte dont elle respire. Et à l'inverse, désormais, il y a des hommes qui respirent déjà avec elle. Puis vient le moment où la patience cesse d'être une préparation et devient un passage à l'acte. C'est là que tant d'histoires criminelles s'effondrent sur elles-mêmes. Elles tiennent pendant des mois dans l'ombre. Dans l'étude, dans le contrôle de soi, puis se brisant au suil du réel, au point de friction entre le plan rêve et la matière vivante du monde. Car une nuit n'obède jamais tout de fait, les couloirs ne respirent pas comme on les avait imaginés. Les secondes ne tombent pas avec la docilité d'un schéma. Les mains, même entraînées, portent un peu plus de poids qu'on pensait. Et surtout, le silence lui-même change de nature. Tant qu'on prépare un volume, le silence est un allié abstrait. Quand on l'habite enfin, il devient presque une présence. Il écoute, il juge. Il amplifie chaque geste, chaque souffle, chaque hésitation. Dans la fête d'envers. C'est celui-là qui fait basculer la légende du domaine de l'intelligence vers celui de l'attention pure, car une fois venu le week-end de février 2003, il ne suffisait pas de comprendre la forteresse, il fallait entrer dans son ventre sans la révéler. Le contraste est brutal, pendant des mois. Peut-être davantage, tout avait consisté à accumuler du savoir,
à contrôler l'apparence, à coloniser l'habitude. Désormais, il fallait transformer ce capital invisible en gestes exacts. Et c'est dans cette transformation qu'est naît la vraie dramaturgie. Les grands plans fascinants, leur exécution. Elle terrorise. Parce qu'au moment où tout commence, il n'existe plus de distance protectrice entre l'idée et le désastre. Un outil qui glisse, un temps mal évalué. Une réaction imprévue du dispositif, un homme qui perd une seconde de trop. Et l'édifice entier, si soigneusement construit dans l'ombre, peut se retourner contre ceux qui l'emportent. C'est ce vertige là qu'il faut imaginer pour comprendre la troisième phase du cas. Non plus la patience, mais son épreuve. Non plus la forteresse observée, mais la forteresse traversée. Le Demon Center, dans l'imaginaire collectif. Avec quelque chose d'une machine pure, une machine protégée par des couches de sécurité pensées précisément pour décourager l'idée même d'un accès illégitime. Une porte renforcée, des systèmes électroniques, des capteurs, une chambre forte supposée défier la témérité ordinaire. On a souvent résumé cela comme une bataille entre des voleurs ingénieux et un sanctuaire technologique, mais lorsque la nuit décisive arrive, l'image se complexifie, si n'est plus une abstraction. Ce sont des hommes dans un espace fermé face à des dispositifs précis, avec des contraintes concrètes, du temps compte. Et cette sensation oppressante que la moindre faute ne fera pas qu'interrompre le volume, elle transformera instantanément les chasseurs en proie. On ne sait pas tout, bien sûr. Comme dans toute grande affaire devenue légende, une partie de la nuit a été reconstituée. Une autre déduite, une autre encore racontée par des acteurs qui n'avaient pas toujours intérêt à dire toute la vérité. Mais ce que l'on devine avec une force croissante, c'est le degré de maîtrise intérieure qui exige cette phase. Les systèmes réputés les plus sophistiques ne se neutralisent pas dans la panique, ils exigent froideur, précision, mémoire. À ce stade, la violence n'est pas spectaculaire. Elle est méthodique, elle prend la forme d'un geste ténu, d'un soufflet contenu, d'un regard qui vérifie une séquence déjà répétée 100 fois en pensée. C'est cela qui rend le récit si oppressant. La nuit n'a rien d'héroïque. Elle a quelque chose de chirurgical. Il faut imaginer la progression non comme une course, mais comme une avancée dans une matière hostile. Chaque pas engage la totalité du plan. Chaque porte franchie n'est pas seulement une étape gagnée, c'est une promesse de plus, une dette de plus envers la suite. Car plus on pénètre profondément dans un système de sécurité, plus il devient difficile de faire demi-tour proprement. La réussite attire vers l'avant, elle donne confiance. Elle pousse, elle hypnotise presque. Et c'est là que les opérations les mieux préparées peuvent aussi devenir dangereuses pour ceux qui les exécutent. La sensation que tout fonctionne peut être aussi trompeuse qu'une alarme. Elle enivre. Elle donne le sentiment d'être plus fort que le lieu. Or aucun lieu, surtout lorsqu'il concentre une richesse aussi vertigineuse, n'est jamais entièrement passif. Il résiste par sa structure, mais aussi par cette pression psychologique qu'il impose aux intrus. Plus on approche du cœur, plus l'espace semble se resserrer au centre de cette nuit. Il y a évidemment la chambre forte, non pas simplement comme objectif matériel, mais comme un noyau symbolique de l'histoire. Tout le récit converge vers elle. Tout le système de croyance du quartier aussi. La chambre forte. C'est la promesse qu'au-delà d'un certain niveau d'épaisseur, de métal, des procédures et de contrôle, la richesse cesse enfin d'être accessible au monde brut. Elle représente l'ultime refus opposé à la convoitise, et c'est précisément pour cela que sa violation. Lorsqu'elle surviendra, de passer à le simple dommage financier. Ouvrir une telle épice, way circular, et toucher les coffres, c'est accomplir quelque chose de presque sacrilège dans un univers qui a élevé la sécurité au rang de morale.
Ceux qui entendent la ne prennent pas sous les mains des biens. Ils profanent une certitude. La difficulté psychologique d'un tel moment est presque impossible à exagérer, comme pour ceux qui ont tout étudié. Qui ont tout préparé, le cœur humain ne se laisse pas entièrement domestique. Il y a nécessairement, devant la chambre forte, une pointe de réalité, une seconde où le cerveau comprend que ce qui n'existait jusqu'alors que comme séquence planifiée est en train de devenir présent. Tangible, irreversible. Une seconde où l'homme doit empêcher son propre émerveillement de le trahir, ne pas penser au butin. Ne pas penser au rang historique du geste, ne pas penser à la catastrophe judiciaire qui suivrait si quelque chose échouait maintenant. Pense seulement à la suite exacte, à la manière de contourner, à la manière d'ouvrir, à la manière d'entrer sans laisser exploser le temps. Et lorsqu'enfin l'obstacle central cédait, ou du moins que c'est de résister suffisamment pour bloquer l'entreprise. Le récit change encore de nature, en entrant dans la zone la plus paradoxale du cas. Celle où le triomphe apparent est inséparable d'un danger accru, car ouvrir n'est pas finir. Entrer n'est pas sortir. Le volume ne devient réel que lorsqu'il commence à produire un manque derrière lui et une poise devant lui. À l'intérieur, des centaines de coffres. Des contenances privées, chacun abritant une part du secret et de la richesse d'autrui. Des pierres, des bijoux. Des valeurs dont l'éclat, s'il était observé longuement, pourrait presque troubler même des professionnels, mais il ne faut pas contempler. Il faut aller vite, sans précipitation visible, avec cette lucidité terrible des opérations qui savent qu'elles vivent déjà sur du temps emprunté. La chambre forte en verre, dans la postérité de l'affaire, est souvent décrite comme un lieu d'abondance inimaginable. Pourtant, sur le moment, elle y a dû ressembler moins à un rêve qu'à une tâche, un espace de possibilités. Oui, mais aussi de contraintes. Que prendre? Combien? Comme un transporteur. Quelle logique suivre pour maximiser le gain sans alourdir le départ au point de le compromettre? Là encore, le mythe du grand cas séduit par ce qu'il fait croire à une forme d'euphorie souveraine. Mais la réalité opérationnelle est beaucoup plus séchée une fois le cœur du dispositif atteint. Le voleur n'est pas libre. Il est prisonnier des décisions accélérées. Le moindre luxe mental devient un risque. Le butin n'est pas une récompense immédiate. Il est un problème de plus, un problème précieux. Immense, mais un problème? Et pourtant, même si la froideur méthodique dominait, il est difficile d'imaginer quelque chose qui agissait cette nuit la n'ayant rien senti. Comment ne pas éprouver un tremblement? Même continue, en voyant s'ouvrir si qui devait rester inaccessible. Comment ne pas ressentir? Voter un instant. Cette ivresse primitive de l'interdit vaincu. Le danger des grandes entreprises criminelles vient souvent de là. Elles exigent de réduire l'émotion au silence, mais elles produisent en même temps des moments d'intensité extrême que l'émotion menace de revenir par vagues, sous forme de confiance excessive, de relâchement, d'impression d'invincibilité. Une opération peut tenir des mois sur la prudence et se fissurer en quelques minutes sous l'effet du soulagement. À cet instant précis, dans cette chambre forte, il fallait donc rester à place discipline encore quoi au seuil, car c'est dans sa proximité du bot que naissent les fautes les plus ridicules. Si paradoxe donne toute sa profondeur à la nuit du cas. Place les hommes approchant du triomphe. Place ils deviennent invulnérables à eux-mêmes. C'est cela, dans cette zone de haute tension intérieure, que se joue le cours dramatique de la troisième partie. Le système extérieur avec ses alarmes, et ses captures et ses épaisseurs métalliques. Est redoutable. Mais il est presque plus simple à affronter que l'ennemi intime qui surgit à un moment où tout semble fonctionner. Ne pas perdre la mesure, ne pas céder à l'excitation. Ne pas transformer la réussite en performance théâtrale. Continuer à agir comme si rien n'était encore gagné.
Voilà ce qu'exige la vraie grandeur sombre d'un tel volume. À mesure que les coffres sont touchés, que les biens sont saisis, que la chambre forte se vide par fragments. Une autre vérité s'impose, place claquante encore. Le quartier du diamant, cet univers de contrôle. Nest place qu'est instant qu'un corps endormi, quell'on depuis si qui. Toujours, pareil ça est massif. Presque intimidant, se révéler dans la nuit vulnérable à la combinaison de l'intelligence. Du temps et du sang-froid, et cette vulnérabilité n'est pas seulement pratique. Elle est métaphysique. Elle dit quelque chose d'humiliant sur toutes les forteresses humaines. Elles pouvant être retournées contre elles, mais précisément parce qu'elles sont humaines dans leur conception, humaines dans leur usage. Humaines dans leurs limites, le métal n'a pas de vanité. Les systèmes, yugs, portent celles de ceux qui les ont imaginés, plus tardy. Quand l'affaire deviendra mondiale, beaucoup parleront du cas parfait. Le mot reviendra avec une insistance presque hypnotique. Il flatte l'imaginaire. I'll simplify et transform une nuit de tension. De technique, de fatigue et de risquer un objet de légende. Mais au cœur même de cette troisième phase, alors que l'exécution touchait son point le plus spectaculaire, la perfection existe déjà plus vraiment. Elle ne peut pas exister. Car tout acte humain, surtout lorsqu'il dépend d'autant d'étapes et d'autant de personnes, produit des résidus, des choix faits sous pression, des objets manipulés, des matières déplacées, des traces pensées, puis d'autres oubliées. À cet instant, ce qui est important une fortune croyante peut être approchée d'une maîtrise absolue. En réalité, ils commencent déjà à écrire les premières lignes de leur future vulnérabilité, mais ils ne le savent pas encore. Une violente pas le savoir. Pour l'instant, il n'y a que la progression, le poise, la nécessité de quitter les lieux, et ces départs peut être la partie la plus cruelle de l'ensemble. Car voler, dans un lieu comme celui-là, ce n'est pas simplement prendre des importer hors du système des biens qu'il avait précisément et de concours pour retenir. Le butin lui-même devient donc une épreuve logistique et psychologique. Plus il est considérable, plus il est dangereux, plus il est précieux. Plus il l'expose, il faut le déplacer, le dissimuler, l'éloigner, tout en gardant une vitesse compatible avec la sécurité du retrait, là encore. L'imaginaire populaire se trompe souvent. Le sommet du volume n'est pas l'instant où l'on touche le trésor. Mais que lui ou l'on s'en détache sans se faire absorber par lui, peut-être est-ce que pour cela que cette histoire exerce une telle fascination durable. Elle révèle à la fois la puissance du plan et la fragilité de l'instant. QUI. Pendant des mois, avait été de concours pour minimiser les hasards soudains composer avec lui dans son intensité absolue. Une nuit, un bâtiment, un groupe, un trésor. Et cette vérité nuée, le monde n'est jamais exactement conforme à ce qu'on a prévu. Réussir, même provisoirement. Suppose alors quelque chose de plus que la technique. Il faut une aptitude presque surnaturelle à rester froid dans une situation que presque tout être humain vivrait comme irréelle. C'est celle qui donne au récit son rythme si particulier, à la fois tendu et silencieux. Ce n'est pas une explosion, c'est une traversée de nerfs. Et pendant que cette traversée se poursuit, dehors. La ville dort ou feint de dormir. Les rues d'envers continuent de garder leurs façades. Leurs angles, leur histoire ancienne. Rien, vu de loin, ne signale encore l'ampleur de ce qui est en train de se produire. C'est toujours l'un des aspects les plus troublants des grands crimes nocturnes. Leur disproportion avec l'apparence du monde au même moment. Une fortune bascule. Un mythe s'ouvre, une forteresse se vide. Et à quelques mètres, le reste de la ville demeure dans l'ignorance ordinaire de sa nuit.
Cette coexistence entre le calme urbain et la violence silencieuse du volume donne à l'affaire une profondeur presque cinématographique, mais plus triste que spectaculaire. Le réel ne s'interrompt pas pour accompagner les drames, il continue. Il laisse le crime se produire dans son angle mort, lorsqu'enfin le retrait s'achève. You commence s'achieve, quelque chose d'irréparable a déjà été accompli. La chambre forte n'est plus sequelle était, les coffres touches portant désormais la preuve. Encore invisible aux yeux du monde, quoiqu'une architecture de sécurité n'est pour le monde sacré. Le groupe, Louis. Entre dans cette zone étrange des instants qui suivent un geste immense, un mélange de soulagement, de vigilance redouble, de fatigue aiguë, peut-être même d'incrédulité. On pourrait croire qu'alors vient la jubilation. En réalité, ce n'est souvent qu'un autre type de tension. Parce que tant que la découverte n'a pas eu lieu, rien n'est tout à fait terminé. Le volume réussit dans l'espace, mais il doit encore survivre dans le temps. Et le temps, désormais, il va changer de camp, car l'instant où les voleurs quittent les lieux n'est pas la fin de l'histoire. C'est la naissance de son autre visage, jusqu'ici. La force était du côté de ceux qui s'availlent, désormais. Si savoir va devenir fardeau, il faudra conserver le silence. Guérir le partage, effacer les traces. Contenir l'orgueil, résister à l'erreur la plus ancienne de toutes. Croire qu'une victoire obtenue sur le système autorise à mépriser le détail ou dans les affaires criminelles de cette dimension. Le détail ne pardonne jamais, elle atteint seulement son heure. Plus tardif, il prendra la forme de déchets abandonnés, d'éléments apparemment triviaux, dont des faux minuscules dans l'art de disparaître. Mais pour l'instant, rien de ciel n'a encore explosé. La nuit se referme sur elle-même, le quartier dort encore sur son humiliation future. Et c'est peut-être ici que la troisième partie trouve sa plus grande noirceur, le casse. À cet instant, semble avoir accompli l'impossible. Le cœur du mythe est touché. Les dispositifs les plus redoutés ont été contournés. Le trésor a été atteint. Le retrait paraît possible. Tout ce que la ville croyait solide vient d'être traversé par une poignée d'hommes disciplines, patients, presque invisibles, mais précisément parce que tout semble avoir fonctionné. L'histoire devient plus dangereuse encore, car il n'existe pas de moment plus trompeur que celui où l'on se croit enfin sorti du pire. C'est là que naît le relâchement. C'est là que la légende commence à se fissurer à l'intérieur d'elle-même. C'est là que le casse parfait, sans le savoir encore. Laisse tomber ses premières poussières au matin. You en plus plus tard, d'autres yeux verront ce que la nuit a produit. Ils verront des absences, des coffres violés. Une chambre forte et humiliée, un système entier contraint de contempler sa propre impuissance. Mais avant cette stupeur collective, il faut retenir 6 moments suspendus où le crime existait encore seul avec lui-même. Où il n'est pas encore un scandale, pas encore un dossier, pas encore une internationale, seulement une opération qui vient de franchir la frontière entre l'audace et l'histoire. Une opération qui croit peut-être s'être hissée au rang de la perfection, alors qu'elle porte déjà en elle les grains infimes de sa chute partielle. Et c'est précisément ce mélange de maîtrise et d'aveuglement qui donne à la nuit d'envers sa puissance si rare, omnisciente. Dans le même soufflet, le sommet du contrôle humain est la certitude silencieuse qu'aucun sommet n'échappe longtemps aux erreurs minuscules. Puis vient le matin, et avec lui la scène la plus cruelle de toutes. Celui où un système se révèle trop tard, la nuit du volume a déjà disparu. Englouti dans son propre silence, mais à ses conséquences. Elles attendent encore dans la lumière grise d'un début de journée presque ordinaire. C'est celle qui rend la découverte d'un grand casse si profondément humiliante. Rien, à première vue, n'annonce l'ampleur du désastre. Les murs sont encore là, les portes saisies,
Le bâtiment tient debout, les couloirs n'ont pas été éventrés. Il n'y a ni sirenes volantes, ni verres pulvérisés, ni traces grossières d'une violence chaotique. Tout semble presque intact. Et pourtant, au cours même de cette apparente continuité, une vérité monstrueuse s'est déjà installée. Le sanctuaire a été traversé. Les coffres ont été ouverts. La richesse a été déplacée. Et le lieu qui se croyait au-dessus du commun est devenu l'espace de quelques heures. La preuve vivante que l'ingéniosité humaine ne protège jamais complètement de l'ingéniosité humaine, on imagine souvent la découverte d'un volume comme un instant net. Presque théâtral, en réalité, elle est souvent progressive, diffuse. D'abord irréelle, quelqu'un remarque quelque chose qui ne colle pas. Une vérification devient plus attentive, une porte n'inspire pas la confiance habituelle. Un enchaînement normal produit soudain un doute, puis le doute se transforme en foi intérieure. Et lorsque l'évidence commence enfin à prendre forme, elle ne frappe pas seulement par son ampleur, elle est frappée par son insolence, car si qui apparaît alors à ceux qui constatent le désastre. Si n'est pas simplement qu'un volume a eu lieu, c'est ce qu'il a eu lieu là. Dans cet endroit, derrière ces couches de sécurité, au sein de cette architecture pensée pour décourager jusqu'à l'imagination du crime, dans un lieu où l'on avait confondu sophistication et inviolabilité. Le quartier du diamant, si matin-là, ne perd pas seulement de l'argent, il perd de la contenance. Et dans les milieux où la richesse s'appuie autant sur la confiance que sur la possession matérielle, perdre la contenance est déjà une blessure stratégique. Car le diamant n'est pas un bien comme les autres, il vit dans un écosystème d'évaluations, d'assurances, de reputations, de discretion calculée, de crédibilité internationale. Lorsqu'un tel centre est atteint, il n'est pas seulement un bouton qui disparaît. C'est une image de maîtrise, une image de fiabilité, une image de hauteur. Et cette image, une fois figurée, ne se répare pas avec un simple rapport de police. Les premières réactions ont dû osciller entre l'incrédulité et la panique froide, non pas une panique de rue. Bruyante, désordonnée, mais une panique propre au lieu de pouvoir et d'argent, rapide. Intérieur, administré, presque continue par réflexe, on vérifie. On compte, on appelle. On isole, on cherche à comprendre avant même d'oser mesurer. Combien de coffres, combien de pertes. Par quel accès, avec quelles complicités éventuelles. Ces types de crises déclenchent immédiatement deux terreurs parallèles. La première concerne l'étendue du dommage matériel. La seconde, plus profonde encore, concerne le récit. Comment cela s'est-il produit? Qui l'apprendra? À quelle vitesse? Sous quelle forme? Quel mode la presse utilisera-t-elle? Quel mode les assureurs utiliseront-ils? Quel mode le monde utilisera-t-il quand il parlera d'Anvers? Et c'est là que l'affaire entre dans sa phase la plus fascinante pour le récit. C'est là où le cas parfait cesse d'être seulement un exploit technique pour devenir une guerre d'interprétation. Car dès qu'un volume de cette ampleur est découvert, une autre machine se met en route. Une machine faite de policiers, d'experts, d'administrateurs, de responsables de sécurité, de commerçants ruins ou menaces, d'assureurs nerveux, de magistrats, de journalistes, de voix anonymes, de versions contradictoires, de mémoires qui se corrigent à toute vitesse. La chambre forte a été violée une fois durant la nuit, elle va désormais l'être une seconde fois. Symboliquement, par le regard de tous ceux qui voudront comprendre comment l'humiliation a été possible. Et cette seconde violation n'est pas moins brutale, elle oblige chacun à contempler non seulement le résultat, mais la faillite des certitudes qui l'ont rendu possible. À ce stade, la grandeur du volume semble encore entière. Les chiffres commencent à circuler.
ou du moins assez former, les estimations conflent. Scourageant, si contestant. Mais toutes convergent vers la même idée, si qui a disparu estiments. Des millions, des dizaines de millions. Peut-être davantage, des diamants. Des bijoux, des valeurs. Une richesse assez compacte pour paraître irréelle, assez légère pour avoir pu être importée. Assez éclatante pour transformer l'affaire en légende des les premières heures, la presse internationale. La presse belge, les récits spécialisés. Tous reprendront place toute cette sidération numérique, mais dans la tête de ceux qui découvrent le désastre. Il y a probablement quelque chose de plus humiliant encore que le montant, le sentiment d'avoir offert le spectacle d'une invulnérabilité démentie. Car très vite, une question empoisonne tout. Comment ont-ils fait et dans cette question? Les îles est déjà chargées d'une angoisse particulière. Un voleur isole humilie moins qu'un groupe prépare. Un coup de chance humilie moins qu'une méthode. Une effraction brutale humilie moins qu'une infiltration réfléchie. Place l'on comprend que le volume suppose de la patience, du repérage. Une connaissance intime du bâtiment. Place le malaise s'approfondit. Car cela veut dire que la menace n'est pas venue d'une des hordes barbares soudain. Elle a mouru à proximité. Elle a circulé parmi les usages. Elle a bénéficié du temps. Et le temps, dans une affaire pareille, devient presque un complice rétrospectif. Chaque jour écoulé avant le volume prenne soudain l'allure d'une permission accordée à l'ennemi. C'est souvent dans ces moments là que les lieux de pouvoir révèlent leur fragilité morale, tant que la sécurité tient. Elle apparaît comme une qualité abstraite, presque naturelle. Lorsqu'elle tombe, chacun cherche immédiatement la faute qui la rendra supportable. Une machine a-t-elle dysfonction? Un protocole a-t-il été mal appliqué? Quelqu'un a-t-il négligé un signal? Quelqu'un a-t-il trop fait confiance? Y a-t-il eu complicité interne, si besoin de localiser la faute à quelque chose de profondément humain? Il permet de croire que l'événement n'est pas la preuve d'une vulnérabilité générale, mais la conséquence d'une défaillance particulière. Donc réparable. Or c'est précisément ce que l'affaire d'Anvers rend si difficile. Place en scène approchée. Place en scène que la vérité ne se logue pas dans un seul maillon. Elle se logue dans une convergence, dans la rencontre entre des techniques, des routines, des délais, des angles morts, des excès de confiance, peut-être des omissions, peut-être des certitudes devenues paresseuses. C'est ici que la beauté glacée du cas parfait commence à se ternir, car dès que l'enquête se met en mouvement, la pureté de la légende se heurte à la texture salée du réel. On entre dans le domaine des relevés, des constats, des déchets, des objets abandonnés, des traces résiduelles. Et rien n'est plus fatal à un mythe criminel que la matérialité des résidus, tant que les volumes n'est qu'un récit. Il semble presque abstrait, noble dans son audace. Terrifiant dans sa maîtrise, mais dès que les enquêteurs commencent à ramasser qui arrête à l'extérieur, le crime retrouve sa nature organique, imparfaite, humaine. Il sent la sueur, la fatigue, le transport. La précipitation maîtrisée mais non divine, il porte des restes. Et les restes, toujours. Trahissent davantage que les intentions, l'un des motifs les plus puissants de l'affaire. Et c'est lui qui lui donne sa couleur presque ironique, tient justement à cette contradiction. Le monde s'extasie devant la sophistication de l'opération, mais ce sont des sérieuses minuscules qui vont commencer à fissurer l'image d'absolue perfection. C'est là que le récit devient supérieur à la légende, parce qu'il montre que l'être humain peut approcher une précision extraordinaire sans jamais cesser d'être humain. Autrement dit, sans jamais cesser de produire du déchet, de l'oubli, de la négligence. Du détail absurde, le contraste est magnifique et cruel. D'un côté, des moyens d'observation, une exécution presque irréelle, une chambre forte et humiliée,
de l'autre, quelque chose de trivial, de presque banal, qui va permettre au réel de reprendre ses droits. Dans les récits ultérieurs de l'affaire, un sac d'ordures jeté dans les bois près de Malines occupait une place presque mythologique tant il concentre cette ironie. Des objets utilisés pendant l'opération, du matériel, des traces, et surtout ce qu'il faut d'imperfection pour que la machine policière cesse d'être aveuglée. Que cette légende mondiale, si casse parfait adulte et redoute, commence à se défaire à cause d'éléments aussi dérisoires en apparence. Voilà ce qui donne à l'histoire sa profondeur morale. On peut presque y lire une loi du monde, aucune intelligence. Même remarquable. Ne se retire sans la laisser derrière, elle est une poussière d'elle-même. Et parfois, cette poussière suffit. Mais avant que cette ironie ne se referme complètement, il faut suivre la montée de l'enquête dans ses premières heures. La police ne fait pas seulement face à un volume énorme, elle fait face à une humiliation publique potentielle. Cela change tout, la pression augmente brutalement. Chaque minute compte, les attentes politiques, économiques, médiatiques s'agrégeant autour de l'affaire. Il faut rassurer, comprendre, agir, ou place un événement spectaculaire. Placer la terre autour de lui des récits parasites, rumors, exaggerations, fausses pistes, suppositions théâtrales. Il faut donc, pour les enquêteurs, l'aperçu du front. D'un côté contre le vide créé par le volume, de l'autre contre le trop-plein de récits qui menacent déjà de déformer la perception. Très vite. L'affaire ne se jouera plus seulement dans les indices, elle se jouera aussi dans la capacité à imposer une version crédible du commun. Et c'est là que la figure de Leonardo Notarbartolo commence à changer de nature. Jusque-là, dans l'économie clandestine du volume, il était un rouage central de l'infiltration. Désormais, dans l'économie publique de l'enquête, il va devenir bien davantage un nom possible. Un visage possible, one explication possible. Mais cette transformation ne va pas de soi. Dans les grandes affaires, le passage d'une présence banale à une présence suspecte est toujours frappant. Le même homme qui semblait ordinaire devient, après coupe, sature de sins. On réexamine SES access, SES habitudes, sa location de bureau, sa manière d'être la sans être trop là. Les passes se colorent rétroactivement. Tout ce qui paraissait être neutre prend un relief inquiétant. C'est l'une des formes les plus brutales de la lumière policière. Elle n'écrit pas seulement de nouvelles vérités. Elle recompose les passes autour d'elles. Mais même lorsque les enquêteurs commencent à tenir un fil, la légende continue de résister parce que le butin, Louis, reste largement absent. Parce que l'ampleur du manque de passes dit que l'enquête immédiate peut rattraper, parce que la réussite matérielle du volume, malgré les fautes commises ensuite, de mieux sidérante. Et c'est cette coexistence entre grandeur du coupe et petitesse des erreurs qui donne à l'Antwerp Diamond Heist son parfum si particulier, si n'est ni un échec, ni une perfection. C'est un triomphe intime. Une prouesse blessée par le ridicule, une symphonie tuée par un faux presque grotesque. Les hommes qui ont réussi à franchir l'infranchissable n'ont pas su, ensuite, se montrer à la hauteur de leur propre mythe, si est cela. Au fond, qui rend l'histoire si humaine. Même les milieux finissent par trébucher sur quelque chose de petit, le quartier du diamant. Louis doit maintenant absorber le choc. Et absorber un choc pareil ne signifie pas seulement refaire des serrures ou renforcer des procédures. Cela signifie survivre à un regard nouveau. Dès lors, tout le monde regarde envers autrement. Non plus seulement comme une capitale du diamant, mais comme la scène d'une vulnérabilité spectaculaire. Les partenaires commerciaux, les assureurs, les concurrents, la presse, les curieux, tous comprenant qu'un lieu répute inviolable est perse.
Une blessure symbolique de cette nature ne se traite pas comme un simple incident. Elle s'inscrit dans la mémoire du milieu. Elle devient une référence, presque une menace permanente. Chaque futur protocole portera désormais l'ombre du cas de 2003. Chaque nouvelle mesure de sécurité dira implicitement. Nous savons désormais que cela peut arriver. Il y a quelque chose de presque tragique dans cette redescente brutale du mythe vers la matière. Pendant quelques heures, ou quelques jours, l'opération semble avoir réalisé un rêve criminel absolu. Vaincre le sanctuaire. Importer l'inimaginable. Disparaître. Puis le réel se venger à sa manière, non en annulant le coup, mais en le salissant les déchets, les indices, la traçabilité, les maladresses postérieures, les interrogatoires, les versions discordantes. L'histoire cesse alors d'être lisse. Elle prend d'esprit, elle se remplit de contradictions. Elle devient place vraie et, par la même, place captivante, car le public adore les histoires parfaites. Mais il se souvient surtout de celles où la grandeur bascule dans l'erreur. Cette partie du récit doit être ressentie comme une inversion progressive. Durant les étapes précédentes, l'avantage appartenait au groupe clandestin. Il savait, il préparait. Il avançait dans le silence. Désormais, l'initiative change du camp, les voleurs ont encore le butin. Oh, une grande partie, mais ils ne contrôlent pas entièrement le récit. Ils doivent subir la logique de l'après, et l'après est implacable. Il exige de continuer à être parfait au moment précis où la fatigue, le soulagement et la dispersion menaçant. Beaucoup de grandes opérations supportant le risque de l'exécution, elles supportant moins bien celui de la sortie prolongée, car sortir d'un lieu n'est pas sortir d'une affaire. Une affaire de cette taille continue longtemps se produire du danger après sa réussite apparente. Place la pression montée. Place les choix faits dans l'urgence pesante. Pourquoi jeter ceci ici? Pourquoi garder cela? Pourquoi faire confiance à tel procédé d'effacement? Pourquoi croire qu'une détail sans importance les restera? On devine derrière ces questions toute l'attention humaine du groupe après le volume. Le partage, la dissimulation, les itinéraires, le souci de ne pas se trahir. Et peut-être déjà, chez certains, cette tentation fatale de se croire au-dessus de l'erreur parce qu'on vient de vaincre l'impossible. C'est une tentation ancienne, presque biblique, la victoire comme premier pas vers la chute. Plus l'entreprise a été audacieuse, plus ces auteurs risquant de croire qu'ils continueront de dominer le réel. Or le réel, précisément. Adore se vaincre par ces quilles de plus minuscules. Et c'est ainsi que le cas parfait change subtilement de visage. Au lieu d'apparaître comme un sommet pour de maîtrise, elle devient une méditation sur les limites de la maîtrise. Oui, les hommes ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Oui, ils ont humilié un système admiré dans le monde entier. Oui, ils ont importé un butin colossal. Mais ils n'ont pas pu s'arracher totalement à leur propre nature. Ils ont laissé traces. Ils ont produit du reboot. Ils ont laissé le hasard retrouver prise. Et cette vérité est plus troublante encore que la légende simplifiée. Elle dit qu'il n'existe pas de perfection criminelle. Seulement des degrés d'imperfection, plus ou moins retardés, dans les semaines et les mois qui suivent. L'affaire va se charger d'autres couches, arrestations, process, risks reconstruits, interviews, livres, documentaires, affirmations contesties, versions qui s'affrontent sur ce qui a été vraiment pris, vraiment retrouvé, vraiment compris. Certains diront que tout n'a jamais été révélé. D'autres insisteront sur la part de fantasme et d'amplification qui entoure les butins. D'autres encore verront dans certaines zones d'ombre la preuve que le dossier dépasse le simple récit du génie contre la sécurité. Mais tout cela repose déjà sur ce pivot décisif, le moment où la découverte du volume transforme une prouesse en affaire.
puis une affaire midi imparfaite, et c'est peut-être là que se niche la vraie force narrative de cette quatrième partie. Elle ne raconte pas seulement l'enquête naissante, elle raconte la décomposition d'une illusion. D'abord, l'illusion des victimes. Celle d'être protégées par un système presque absolu. Ensuite, l'illusion des voleurs, celle d'avoir approché la perfection. Entre les deux, le réel avance avec une patience moqueuse. Il ne supprime ni la grandeur du couple, ni l'humiliation du système. Il les oblige seulement à coexister avec des faits plus petits, plus sales, plus humains, un volume immense, un lieu prestigieux, une exécution brillante. Et quelque part, dans un bois, un sac jeté, des restes, une trace de trop, voilà comment les légendes se fissurent. Non sous le poids d'une vérité grandiose, mais sous le frottement obstiné des erreurs minuscules. Dès lors, place rien dans l'affaire d'Anvers ne peut être raconté simplement. Ce n'est pas juste l'histoire d'un sanctuaire viol, ce n'est pas juste l'histoire d'une équipe brillante. Ce n'est pas juste l'histoire d'un butin gigantesque, c'est l'histoire d'un monde qui découvre à la fois qu'il n'est pas inviolable et que ses agresseurs ne sont pas des dieux. D'un côté, le prestige humilié. De l'autre, le génie contaminé par la négligence. Entre les deux, une inquiète qui avance en ramassant, c'est que l'ennemi voulait être caché. Et plus elle avance, plus apparaît la lécon la plus dérangeante de toutes. Les grandes catastrophes naissent souvent d'un équilibre terrible entre intelligence extrême et petites fautes. C'est ce mélange qui ouvre les coffres. C'est aussi ce mélange qui finit par entrouvrir la porte des prisons, alors le quartier du diamant continue. Bien sûr, il n'a pas le choix. Les affaires reprennent, les vitrines restent debout, les négociations reviennent. Le monde ne cesse pas parce qu'une forteresse a été humiliée. Mais quelque chose change dans la texture même du lieu, une forme de naïveté est morte. Une mémoire nouvelle s'est installée dans les murs, dans les budgets, dans les procédures renforcées, dans la façon de regarder les visages trop ordinaires. Et cette mémoire dit une phrase silencieuse que tous comprennent désormais sans la formuler. L'impossible a déjà eu lieu ici. C'est celle-là, la vraie victoire du casse. Même blessé par ses propres erreurs, non pas seulement l'argent emporté, mais le doute laisse derrière. Un doute qui survivra aux réparations, aux rapports, aux condamnations et même au tombe. Car une fois qu'un lieu a cessé d'être sacré, il ne redevient jamais tout à fait pur. Il peut devenir plus fort, il peut devenir plus prudent. Il peut devenir plus technique, plus méfiant, plus impieux, mais il ne redevient pas innocent. Anvers, APRÈS 2003. Ne peut plus ignorer que la perfection de ses défenses a déjà été transformée en récit mondial de vulnérabilité, et ceux qui ont orchestré ces récits. Même rattrapés sont partis, même diminués par leurs erreurs. Ont laissé dans l'histoire bien plus qu'un volume, ils ont laissé une question éternelle. Presque insupportable pour tous les mondes de pouvoir. Combien de temps une forteresse restait-elle une forteresse une fois que quelqu'un approuve qu'elle pouvait s'ouvrir? Puis les temps, qui pendant des mois avaient travaillé pour les voleuses, commencent à travailler contre eux. C'est toujours ainsi dans les grandes affaires. Le silence qui les a protégés devient lentement une chambre d'écho. Chaque objet abandonné y sonne plus fort. Chaque trajet refait en mémoire y paraît plus stupide. Chaque décision prise dans la fatigue y prend l'allure d'une faute qu'on n'avait pas vu venir. Tant que le volume n'était qu'une inuit, l'équipe gardait l'avantage de la surprise. Mais maintenant que l'aube a livré le sanctuaire humilié, le centre de gravité se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'avoir ouvert la forteresse. Il s'agit de survivre ainsi qu'on soi-même laissé derrière. Et si qui rend l'Antwerp Diamond High si captivante à ce stade, c'est précisément ce glissement. L'affaire cesse d'être la pure histoire d'une prouesse clandestine.
Elle devient l'histoire d'une contamination. Une opération quasi irréelle commence à se salir au contact du monde réel, des policiers, des expertises, des souvenirs, des contradictions, des nerfs qui sous-sentent des hommes qui, malgré leur discipline, redeviennent peu à peu aussi qu'ils n'ont jamais cessé d'être. Des hommes, à partir de là, quelque chose de presque cruel se met en place pendant la préparation. Le groupe avait dû vivre dans la retenue pendant l'exécution. Il avait dû vivre dans la précision après le coup. Il lui faut vivre dans l'absence de triomphe. C'est sans doute l'une des épreuves les plus dures pour des criminels qui viennent d'approcher l'impossible. Ils ont touché le cœur d'un mythe. Ils ont fait céder une place forte de la richesse mondiale. Ils ont déplacé une boutique que l'on estimera souvent à plus de 100 millions de dollars ou d'euros selon les versions. Et pourtant, ils ne peuvent pas jouer franchement de cette victoire. Ils doivent rester opaques, prudents, muets, presque ternes. Le plus grand geste de leur existence doit être traité comme une corvée de plus, pas d'éclat. Pas de confession, pas de relâchement. C'est cela, souvent, qui n'est la fatigue la plus dangereuse, car l'esprit humain supporte mieux la tension pure que le mélange de tension et de frustration. Après l'orage, il veut croire qu'il peut respirer. Or, dans les affaires de cette dimension, respirer trop tôt revient parfois à s'accuser soi-même. On imagine volontiers que les grands voleurs redoutent surtout l'instant du passage à l'acte. En réalité, la presse peut être plus terrible. Durant la nuit du volume, tout est encore orienté vers une tâche. Chaque mouvement a eu un sens. Chaque seconde impose une concentration qui interdit le bavardage intérieur. Mais une fois sortis, une fois le butin éloigné, disperse, ou du moins soustrait au premier regard, d'autres problèmes surgissent, plus troubles, plus humains, plus corrosifs. Qui sait quoi exactement? Qui détient quelle part? Qui peut tenir sa langue? Qui supportera la tente? Qui s'autorisera soudain à improviser parce qu'il se croit désormais hors de danger? L'une des grandes tragédies silencieuses des coups très élaborées? C'est qu'ils peuvent survivre à la difficulté technique et mourir de la faiblesse psychologique. L'acier, les alarmes, les codes, les capteurs, tout cela a déjà été vaincu. Reste à vaincre les hommes eux-mêmes, et si l'on suit les versions, les plus souvent reprises après l'affaire. C'est précisément dans cette zone de fatigue, de soulagement mêlé d'angoisse, qu'apparaît l'objet presque dérisoire qui va hanter toute la légende du volume, les déchets, du matériel jeté, des éléments compromettants. Des restes que des professionnels assez brillants pour traverser des couches de sécurité n'ont pas su faire disparaître avec la perfection qu'exigeait la suite. Les récits les plus connus expliquent qu'un sac d'ordures abandonné près de malines a fourni aux enquêteurs un fil déterminant. Enveloppes, Rubens adhésifs, gants, traces biologiques, cassettes vidéo et autres éléments permettant de recoudre la nuit en plein jour. Cette découverte a servi de pivot à l'enquête et a nourri le contraste central de toute l'histoire. Un volume d'une sophistication sidérante compromise en partie par un geste de nettoyage raté, si detail. Presque humiliant, ne diminue pas la grandeur du couple. Il la rend plus troublante. Il rappelle que les êtres humains peuvent produire des mauvaises d'organisation et trébucher ensuite sur le trivial. C'est peut-être même qu'elle qui ancre l'affaire dans la mémoire collective avec autant de force, si les cas avaient été parfaits jusqu'au bout. Il serait resté une énigme pure, presque abstraite. Mais parce qu'il s'est fichu par un résidu, par un excès de confiance ou de précipitation. Elle devient plus riche narrativement, plus dérangeante moralement. Il ne dit pas seulement qu'une forteresse a été vaincue. Il dit qu'aucune victoire humaine ne s'extrait complètement de l'erreur.
Le déchet laissé dans les bois agite alors comme une revanche du réel, une revanche presque moqueuse. Comme si le monde rappelait soudain aux auteurs du plus spectaculaire des vols qu'ils restaient en. Malgré tout, vulnérables aussi qu'ils avaient de plus ordinaire dans cette phase de l'affaire. La police belge n'avance place dans le noir absolu. Elle tient désormais une matière. Et la matière a toujours plus de poids que les intuitions. On peut subconner, imaginer, pressentir, mais à partir du moment où on inquiète ramasser quelque chose de tangible, le récit change de vitesse. Les experts recollent les fragments, les adresses, les achats, les accès, les présences, les habitudes. Les objets parlent parce qu'ils sont liés à des gestes. Les gestes parlent parce qu'ils ont laissé des rythmes, des contacts, des décisions. Et puis le halo romantique du cas parfait est cerné par une mécanique beaucoup plus froide, celle de la preuve circonstancielle, des concordances, des recoupements. Si n'est pas encore la récupération du butin, si n'est même pas encore la pleine compréhension de tout ce qui se passe, mais c'est déjà une reprise de terrain. Une reprise lente, opiniâtre, presque ingrate, comme le sont souvent les vraies enquêtes. Elles ne détruisent pas la légende d'un seul couple, elles la rangent au bord